Salut à tous, c'est Adrien, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, épisode d'été, une nouvelle fois cette semaine avant d'attaquer la saison 2024-2025 avec une des traditions de l'été, la fameuse foire aux questions, après des podcasts plus théoriques les semaines précédentes, notamment sur l'efficacité. Si vous ne l'avez pas encore écouté, bien sûr, on vous invite à le faire, mais aujourd'hui, de nombreuses questions que vous nous avez posées, et pour y répondre, avec moi tout d'abord, Constant. Comment ça va, Constant ? Bah, ça va bien. Comme vous l'aurez constaté, chers auditeurs, chères auditrices de Dunk Hebdo, Adrien et moi ne n'étions pas là pour le podcast sur l'efficacité. On a laissé les deux experts que sont Ben et Tom se creuser les ménages sur cette question. Nous, on vient en full détente sur un épisode FAQ, en full freestyle. Voilà, on n'a même pas réfléchi aux questions préalables. On est là, les pieds sous la table, mais on est très heureux de vous retrouver. Et puis, de toute façon, c'est l'épisode d'après, parce que c'est difficile de passer après un épisode aussi qualitatif que ce que a pu nous proposer Ben et Tom la semaine dernière. C'est bien ça, ben justement, il est à l'aise dans les deux costumes, Tom qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Tom, un peu plus détendu aujourd'hui ? Oui, écoute, un peu plus détendu que ce podcast qui était très important pour nous. En tout cas, merci pour ces mots. Et puis, c'est vrai que c'est un podcast dont on a beaucoup parlé, sur lequel on avait quand même un petit peu la pression parce qu'on voulait absolument que ce soit très réussi. Et puis, on a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait. On a même rajouté un edit à la fin, un petit bonus, donc pour être vraiment totalement satisfait de la qualité de ce qu'on avait proposé. Donc c'est bien qu'on ait des retours positifs et que ce podcast-là ait été apprécié par non seulement par vous mais aussi par la communauté. Voilà, parce qu'on peut se permettre, comme disait Constant, nous de vanter cet épisode puisqu'on n'en faisait pas partie, mais vraiment, n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, podcast plus léger, mais comme d'habitude, bien sûr, on vous remercie d'être toujours si nombreux et nombreuses, et même de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre, notamment avec quelques formats qui ont plu cet été. Je pense aussi à la redraft qu'on avait fait il y a quelques semaines. Donc vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les plateformes de podcast habituelles, sur YouTube, sur Twitter. N'hésitez pas, c'est Dunk Hebdo partout, le Dunk Hebdo NBA Podcast. Et on marque donc la pause traditionnelle avant de s'attaquer à la foire aux questions de cet été. C'est rien la pause. Justement, entamons la question. Avec la question. Voilà, la première question tout de suite. On va évacuer le sujet parce que c'est une question qui est revenue, notamment une question de MPic, de Max Pico sur Twitter. Ça va être la première de cette foire aux questions. À quoi elle sert cette pause au bout de 2 minutes ? Tom, vu que tu l'as dit toi-même, elle sert à rien la pause. À quoi elle sert ? Non, bah franchement, c'est vraiment une petite pause pour notamment au niveau du montage et pour bien pouvoir séparer la partie introduction du sujet principal, quoi. Et puis bon, c'est une petite pause de 3-4 secondes, c'est pas non plus 1 minute, on n'est pas au cinéma avant le film. Oui. C'est ça. Puis elle nous servait beaucoup avant aussi. C'est quelque chose qui restait un peu dans l'ancienne formule de Dunk Hebdo, de nos voilà, comme tu disais, pour le montage, ça nous aidait pour plein de raisons. Donc elle est toujours là. Pour le reste, ce sera secret maison. Mais voilà, au moins le premier sujet a été évacué. Mais continuons donc, puisqu'il y en a tout un tas de questions. Tu l'as dit, Constant, il y en a plein. On n'est pas forcément préparé, mais j'ai quand même une liste avec un ordre. Donc question, la seconde, Greg de Valleyhoop. Évidemment, Greg qui nous demande s'il y a des meet-up entre nous au moins X fois par an, je le cite. Alors Tom, je me retourne vers toi puisqu'il me semble qu'il y avait des meet-up, mais ça commence à remonter maintenant. Oui, c'est vrai, on faisait des meet-up à l'époque, on en faisait un par an, des meet-up IRL pour reprendre les expressions un peu de jeunes. C'était essentiellement pendant les finales NBA. Voilà, c'était pendant les finales NBA globalement. On se réunissait autour généralement sur un match 4 ou un match 5 quand il y avait un match 5 qui était joué. Et c'était voilà une fois par an. Mais ça fait quoi depuis le Covid qu'on n'en a pas fait, depuis le Covid. Il y avait eu un épisode table ronde au moment de la reprise de la bulle. Enfin, durant la bulle. Donc c'était en août 2020. Et il me semble que alors moi j'étais pas là à l'époque, mais il me semble que c'était la dernière fois qu'il y a eu un meet-up Dunk Hebdo. Ah oui, peut-être parce qu'effectivement les playoffs étaient décalés. Ouais, bah du coup c'était en août-septembre, et je me rappelle, vous aviez fait un live où il y avait tout le monde, il y avait Pierre, effectivement, Guillot, c'était chez Alan. Ouais, oui, voilà, mais c'était une table ronde entre nous. Voilà. Mais c'était entre nous et c'était pas forcément un meet-up avec d'autres personnes comme parlait Tom, ce qui avait lieu avant plutôt pour rencontrer aussi les auditeurs, les auditrices notamment. Alors ça pose des questions parce qu'on vous cache pas, c'est un sujet qui est parfois revenu. Je sais qu'avec Ben, on en a discuté de la possibilité de faire revenir tout ça. Mais comme on est un peu, alors j'allais dire partout en France, mais même pas, un peu partout dans le monde, si on compte Ben entre autres, qui alterne entre la France et la Corée, c'est pas forcément évident, mais c'est peut-être
quelque chose qui est amené à revenir. En tout cas, ça nous ferait plaisir si c'est le cas dans les prochaines semaines, les prochains mois, prochaines années, on verra bien. Et pour continuer sur les questions autour du podcast, mais cette fois-ci, pour parler un peu plus de basket, et je vais me tourner vers toi, Constant, puisque Tom a eu le droit aux deux premières questions. Alors, question de Bataille qui nous demande, alors je le cite, ça n'a pas été dit dans l'épisode sur le podcast, mais ça prend combien de temps, tout compris, de travailler pour le podcast sur une semaine? Je ne sais pas si la question est claire, la question est à peu près claire, mais je la mets en deux parties, Constant. J'ai envie de dire, tu l'as un peu dit dans l'intro, ça dépend du type de podcast. Ça clair dépend comme le du cap type de podcast. Ouais, alors, non, ça dépend du type de podcast, et puis ça dépend, est-ce qu'on considère le visionner les matchs, le travail de recherche comme comptabilisé au niveau des heures? Oui, puisque c'est tout compris. Donc après, c'est très difficile, ça varie en fonction des semaines. Effectivement, si on fait un épisode où on fait, comme l'a dit Tom, le CBA un an après, ou si on fait un podcast sur l'efficacité, le temps de travail sur la semaine va être un peu plus élevé que si on fait une FAQ, on arrive un peu à la cool. Mais non, c'est difficile de quantifier. C'est parce que ça dépend trop des semaines, c'est trop variable. Il y a pas, vous êtes pas en intérim, c'est pas un taux fixe 35 heures la semaine. C'est tellement variable que je pourrais pas donner une réponse. Je pense que de toute façon, il y a une autre question qui porte un petit peu sur, on va dire, notre consommation de la NBA. Et là, pour le coup, on pourra peut-être donner un ordre de valeur, et du coup, on pourrait peut-être calculer pour voir que globalement, être chez Doug Kebdo et être un gros suiveur de la NBA, ça prend beaucoup de temps. Ouais, bah vas-y, je te l'inclus en même temps, cette question, on va la citer, elle est de Nuggies de Nuggets FR, qui nous demande combien de matchs, de games par semaine on regarde en moyenne. Donc c'est vrai que si tu ajoutes ça, je sais pas, Constant, si tu as un chiffre, si tu t'aides un peu à trouver un chiffre un peu plus exact. Mais moi, c'est pas compliqué. Je ne l'ai pas toujours. Là aussi, c'est variable. Hein, je l'ai pas toujours appliqué, mais ce que j'ai essayé de faire, c'était chaque jour faire 2 heures. Donc 2 heures, ça fait 3 all possession. Oui, je regarde les all possession, mais il y a un moment en saison régulière, si vous voulez suivre les matchs, il faut se taper du all possession. Je n'ai pas le temps de regarder les matchs et de faire skip au niveau des lancers francs, donc j'ai fait du all possession. Donc oui, donc vous faites 3 x 7, ça fait 21 matchs par semaine. Je n'inclus pas les matchs d'OKC dedans parce que je les comptabilise pas vu que je les regarde en direct, hein, globalement, la majorité des matchs d'OKC. Donc oui, ça fait 21 matchs par semaine, donc après, je sais pas combien de semaines en NBA, je vous laisse faire la multiplication, mais on doit être à, je sais pas, 150, 170 matchs NBA par an. Donc voilà, ça fait déjà 2 heures, et puis après, comme j'ai dit, il y a tout le travail de réflexion, et finalement, c'est au niveau du kilomètre, enfin, au niveau du comptage des heures, ça s'arrête vraiment jamais, parce que je peux très bien être dans le bus et avoir des réflexions sur, tiens, telle équipe, tiens, tel axe. Donc en fait, c'est un peu... voilà, c'est difficile de quantifier parce que ça s'arrête jamais vraiment. Mais en tout cas, en termes de match, parfois le week-end c'est un peu plus, parfois en semaine, en fonction des emplois du temps, c'est un peu moins. Mais globalement, partez sur une moyenne de 2 à 3 matchs par nuit NBA. même question, Tom, et justement, j'allais aussi orienter un peu avec ce que disait Constance, que ça dépend un peu, cette histoire de thème de podcast, aussi de l'implication. Des fois, on a réfléchi à des thèmes depuis plusieurs semaines, donc il y a déjà des idées qui ont germé. Donc c'est vrai, est-ce que toi, tu arrives à quantifier, Tom, à la fois les matchs et les heures de travail, entre guillemets, une nouvelle fois, autour du pod? Un peu comme vous, moi c'est aussi difficile puisque c'est des choses que des fois c'est des réflexes tu sais pas comptabiliser comme de la préparation de podcast, c'est juste voilà, ta curiosité, ton suivi, tu veux savoir ce que fait telle équipe, tu vas aller lire des articles, tu vas regarder des highlights, tu vas aussi regarder des matchs, tu vas peut-être écouter des podcasts aussi puisque la partie écoute de podcast elle est aussi importante, notamment des podcasts d'équipe quand tu as besoin de plus d'informations et quand tu suis l'équipe un peu de loin, que tu la suis pas au quotidien, tu as besoin de savoir aussi le pouls de la fanbase, ce que tu vas lire et tout ça. Donc c'est difficile de quantifier, mais je pense que tu passes au moins par jour peut-être 3-4 heures sans t'en rendre compte. Et ça dépend de ce que tu fais aussi, tu vois. Voilà, même si on est, et encore, ça dépend à quel rythme tu vas consommer des podcasts ou à quel rythme tu vas consommer des matchs et tout ça, tu vois. Moi, je sais que par exemple pour la partie match, j'essaie de faire globalement, j'en regarde à peu près une bonne dizaine par semaine. Ça va dépendre aussi de mon sommeil, des aléas de la vie, hein, puisque ça aussi ça compte, hein. T'as des semaines où t'es un petit peu moins dedans, t'as des semaines où t'as d'autres choses entre guillemets à faire, d'autres préoccupations. Mais oui, essentiellement suivre voilà, au moins un match voire un match et demi
par jour. Et puis après, une partie highlights, et après une partie article, une partie podcast. Donc ça prend vite beaucoup de temps. Mais je pense que tu montes vite à 40 heures. Hein. 40-50 Oui, heures. non, mais Hein. ça c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr que ça va très très vite, hein, comme on dit. Enfin, de toute façon, le podcast, on en avait un peu parlé dans le podcast sur le podcast avec Ben, ça reste, et puis c'est un peu ce que tu disais, Constant, ça reste aussi, certes, un peu du boulot, c'est du travail quand on essaye de faire les choses de manière carrée, mais ça reste aussi une partie de nos passions. Donc c'est vrai que regarder les matchs, voilà, comme tu dis, Constant, moi quand j'enquille les matchs des Bulls, c'est pas pour préparer le podcast, et c'est pas spécialement pour ma connaissance NBA, c'est juste pour le côté fan. Donc c'est vrai que c'est difficile de le compter dedans. Après, voilà. Comme je le disais aussi, ça va dépendre de quand c'est les podcasts très théoriques qu'on a fait depuis plusieurs semaines. Parfois, c'est des réflexions. Voilà. Comme tu disais aussi, Tom, qui arrive un peu de jour en jour. À un moment donné, tu te poses, tu les écris, tu essayes de mettre un peu de sens, de structure, on va dire, dans ses pensées. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Selon l'implication dans les jeux, il y en a qui prennent plus de temps. Par exemple, quand on fait une redraft de la NBA que d'autres, avec des résultats pas forcément à la hauteur des attentes. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, ça va dépendre des formats. Mais oui, je pense qu'on peut dire qu'en moyenne, il y a une bonne dizaine de matchs par semaine. Et puis après, c'est selon le sujet. Mais on reviendra un petit peu aussi sur les podcasts qu'on écoute. Tom, tu as commencé à l'évoquer. On a une question là-dessus, mais elle sera un peu plus tard. Je vous propose d'avancer parce qu'il va y avoir d'autres questions. On va passer du temps. Donc si déjà on met 5 minutes, on va juste... Peut-être un dernier truc sur ça. Ça dépend aussi beaucoup de nos sensibilités. C'est-à-dire qu'il y a un côté où, tu vois, moi je sais, même que ce soit sur la préparation, je pense que voilà, vous avez fait le podcast sur le podcast, on va pas trop s'étendre dessus, mais on va dire que je pense que Ben et moi, bon, quand on fait une draft, on prépare de la même manière, mais par contre, quand on prépare un épisode classique, je pense qu'on n'a pas du tout la même approche. C'est-à-dire, au moment d'envoyer record, on n'a pas du tout la même approche, la même déblayage du terrain. Et je pense que la méthode de Ben prend beaucoup plus de temps que la mienne, par exemple, pour vraiment structurer les idées, ce dont parlait Tom. Ouais, bah ça bon, bah voilà. Moi, les notes, je déteste ça. Toutes les notes sont là. Vous avez pas la vidéo parce que nous on enregistre un peu dans des conditions, on va dire difficiles, mais tout est dans la tête. Je pointe ma tête, les auditeurs et auditrices. Mais aussi, tu vois, Tom, tu parlais des podcasts et des articles. Bah, tu peux avoir peut-être des gens qui vont être moins podcasts ou plus articles. Donc, c'est aussi une question de sensibilité. Bon, puis j'en rajoute une du coup, forcément. C'est comme ça chez Dunk Hebdo. C'est vrai que quand tu dis de sensibilité, il y a aussi, si c'est un podcast, moi personnellement, si c'est un podcast sur les Bulls, je vais pas l'appréhender de la même façon que si c'est une équipe par exemple dans l'année, c'est l'équipe un peu darling que tu suis pas mal, donc tu as déjà un peu plus de réflexion dessus, ou une équipe où t'as pas trop suivi, ou un joueur, on va parler en particulier, où tu l'as moins suivi. Alors là, tu vas aller regarder peut-être plus d'extraits précis, comme disait Tom. Sur des matchs qu'on va regarder, mais là ça va être peut-être tu vas regarder, au lieu de regarder des all possession, on va regarder simplement les possessions d'un joueur, des choses comme ça. Donc ça va être, voilà, ça dépend aussi si le sujet, on a plus d'affinité en amont ou plus d'idées en amont ou non, parce que selon si c'est toi qui l'as proposé ou un camarade, ça peut être un peu différent. On est bon? Vous êtes prêts à enchaîner? Allons-y, la suite. Allons-y. Eh bien, la suite, justement, c'est un peu la saison à venir. Alors là, il y en a eu des questions. Alors, des questions qui demandent réflexion, mais où on va déjà passer du temps à débattre de la question. Évidemment, on se connaît. La première a cité Quentin de QI Basket et de Hit Me Up notamment, donc Spot of the Year sur Twitter, qui nous demande, Tom, je vais te lancer, je suis obligé là-dessus. Le 5 majeur pour commencer, vos 5 majeurs de role player à suivre pour la saison prochaine. Alors déjà, où on met le curseur sur role player? Amuse-toi, Tom. C'est vrai, moi pour role player, c'est un joueur qui fait pas partie des 3 joueurs les plus importants, on va dire, de l'équipe. Je pense que ce serait ça, pour moi, le role player. C'est-à-dire qu'il est là, il remplit un rôle et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui remplit un rôle et l'équipe peut fonctionner sans lui, mais quand lui est bon, l'équipe change de trajectoire. On va dire ça. Voilà, et du coup, D'accord. Pour donner pas un top 50 NBA, quoi. Voilà. Ou pas un top 35 NBA. C'est ça. Donc du coup pour donner mon 5 de joueurs à suivre, j'en avais déjà parlé un peu sur Twitter. Alors j'ai Terry Rozier à la main, j'ai Bénédicte Mathurin au poste 2, Kelly Oubre au poste 3, PJ Washington au poste 4 et Robert Williams au poste 5. Alors simplement pour faire un petit live sur chacun. Terry Rozier parce que je pense que le Heat aura besoin de sa capacité à driver et du côté bad shot making, je pense.
puisque je trouve que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose que le Heat n'avait pas et que Jimmy Butler ne peut plus se permettre de faire toute la saison. Je pense que Terry Rozier, c'est un peu ce qui est par exemple D'Angelo Russell pour les Lakers. Donc je trouve que c'est un joueur qui va être intéressant à suivre pour ça la saison prochaine. Bénédicte Mathurin, parce que je pense que là on a eu un bel exemple du backcourt avec Tyrese Haliburton et Andrew Nembhard qui a bien fonctionné. Ils ont fait une belle série de playoffs sans lui. Donc je pense que, alors je vais pas dire que il s'inscrit en pointillé dans le projet où il doit être vu comme une valeur marchande, mais je pense que c'est un joueur qui peut avoir la pression pour déjà rentrer dans le 5 majeur, parce que ça va pas être simple pour lui de rentrer dans le 5 majeur, et il faudrait pas, peut-être pour lui, qu'il soit cantonné un simple rôle de 6e homme. Kelly Oubre, puisque voilà, la saison dernière il a fait une bonne saison pour un joueur au minimum, il a été solide, mais voilà, on sait que Kelly Oubre c'est un joueur un peu pièce en l'air, on peut compter sur lui pour la folie, pour l'activité, et il a montré l'année dernière qu'il pouvait être un bon défenseur du point d'attaque, donc j'attends de voir s'il va pouvoir confirmer, chose qu'il a rarement fait dans sa carrière NBA. PJ Washington, notre ami PJ Washington. Non. Tu me ramènes des flashbacks du Vietnam. Voilà, parce qu'il y a eu un PJ Washington contre OKC et il y a eu un autre PJ Washington pendant le reste des playoffs. Donc l'idée c'est de voir quel joueur c'est, puisque voilà, on sait que PJ Washington faisait partie de la liste des joueurs théoriques, clairement, où on a une idée de ce qu'il peut apporter, on voit les plafonds, mais le niveau plancher et les déceptions sont souvent là avec lui. Et Robert Williams, puisque c'est un joueur que je trouve super, qui est un peu oublié à cause des blessures et à cause du fait qu'il soit à Portland. On a une réponse bien complète, bien réfléchie. Alors Constant, en freestyle, est-ce que tu peux donner 5 noms? Je suis en train de t'arrêter à un peu moins. Je suis en train de checker les effectifs. Non, mais alors par contre à la main, moi je vais partir du côté. Enfin, ça c'est sûr. À la main, je pars du côté d'Indiana. Je prends Andrew Nembhard. Voilà. Moi, pour le coup, 5 majeurs des role players à suivre, je mets Andrew Nembhard. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur qui a fait de plutôt bons JO avec le Canada, qui a vraiment bien fonctionné sur les quelques matchs sans Tyrese Haliburton face aux Celtics. Donc pour moi, oui, c'est un joueur à suivre. Après, au poste 4, j'ai mon choix aussi. C'est un peu le 5 majeur des role players que j'aime bien. Mais vous allez voir, au poste 4, j'ai mis Tyrese parce que lui aussi a passé une majeure partie de la saison blessé du côté de Houston, et c'est un joueur qui est quand même très important défensivement et surtout au rebond. Et je pense que on parlera certainement de Houston sur une autre question, mais je pense que voilà, c'est un role player que je trouve très intéressant. Après, j'ai essayé de chercher à l'aile potentiellement, tu vois, est-ce que Brandon Miller est considéré comme un role player? Non, mais c'est pas un top 35 NBA. Après, moi j'aimerais bien, franchement, je vais associer Andrew Nembhard avec Ayo Dosunmu. Tu vois, je vais aller du côté des Bulls. Moi, je suis curieux de voir comment ça va se passer pour Dosunmu, parce que en soi, il y a entre guillemets une concurrence forte qui va s'ajouter à son poste avec l'arrivée de Josh Giddey, le retour peut-être de Lonzo Ball. Donc je suis curieux de voir comment il va réussir à se dépatouiller. Après, il faudrait trouver un intérieur. Je vais vous mettre mon 3e joueur sur l'aile. Je vais prendre Moses Moody parce que voilà, là aussi concurrence qui est assez élevée, mais qui peut quand même avoir un peu de temps de jeu. Je pense que Jonathan Kuminga a un tout petit peu dépassé ce statut entre guillemets de role player parce que sur sa seconde partie de saison, il a quand même montré des trucs qui étaient au-dessus de ce que peut apporter un role player. Après, au niveau du poste de pivot, est-ce que c'est un des 3 meilleurs joueurs de son équipe? Certainement, mais je vais prendre quand même, je sais pas, je vais prendre Jalen Duren. Voilà, je vais vous prendre Jalen Duren. Je triche un petit peu sur les catégories. Non, je vais prendre Wendell Carter Jr. Je vais aller du côté d'Orlando, je vais prendre Wendell Carter parce qu'on a vu en playoff que ça fonctionnait plutôt bien quand il était titulaire. On sait que le Magic, ils ont essayé de faire passer Jonathan Isaac en tant que pivot sur la série face aux Cavs, ça s'est pas très bien passé. Et je trouve que Wendell Carter Jr. avec son playmaking et avec son adresse, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de bien dans cette attaque du Magic, et aussi parce qu'il va se retrouver en concurrence avec notamment Goga Bitadze, que le Magic a prolongé à un tarif très correct, et que tu peux avoir une espèce de bataille entre ces deux intérieurs pour avoir potentiellement le dernier spot de titulaire ou le spot de titulaire au poste de pivot. Donc c'est du coup mon 5 majeur en entier, c'est Andrew Nembhard, Ayo Dosunmu, Moses Moody, Tari Eason et Wendell Carter Jr.
Bon, c'est moi qui me retrouve pied à devoir en faire 5, surtout qu'il y a quelques noms que j'avais aussi envie de mettre, donc je pense que je vais un peu tricher. C'est vrai que le Terry Rozier, moi j'avais noté aussi, comme tu disais Tom, par rapport à Miami. Un nom que tu viens de citer, Constant, que moi je vais mettre dedans, parce que role player à suivre, ça sous-entend probablement à suivre peut-être pour leur explosion, mais pas que pour ça. Moi ça m'intéresse, le nom de Jonathan Isaac, que tu viens de citer, Constant, parce que c'est une problématique, en fait. Jonathan Isaac, on l'a vu à Orlando, c'est excellentissime défenseur et attaquant... comment dire, ignorable par les équipes adverses. Finisseur. Voilà, finisseur compliqué qui justement peut, sa valeur en tant que role player va être déterminée par sa capacité ou non à trouver une vraie place offensive en NBA. Donc moi c'est quelque chose. Vanguard militesque. Ouais, donc joueur gadget. Pardon. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a aussi dans le même profil, voilà, un joueur qui pourrait être intéressant, c'est Jaden McDaniels. Ouais. Voilà, on a ce. Je suis surpris que Constant l'ait pas cité. Non, parce que tu vois, si Quentin avait posé la question il y a de ça 1 an, je l'aurais cité, mais je suis trop déçu de son manque de développement offensif cette saison, enfin la saison passée sur la 2023-2024, et du coup là j'y crois plus trop dans le développement offensif de Jaden McDaniels. Mais il y a 1 an, oui, par contre j'aurais dit à suivre, mais là moyen. Alors à suivre avec un attention, un astérisque, genre c'est peut-être le moment où j'avais, moi j'y crois encore un petit peu. Et justement du côté, je vais aussi tricher, mais du côté des Wolves, j'avoue que c'est un rookie, mais il va avoir un rôle intéressant, c'est le Rob Dillingham. Bien sûr. Moi, ça m'intéresse de savoir s'il va justement arriver à prendre la place qui est celle espérée par les Wolves, finalement, d'avoir ce dynamiteur, cette alternative au scoring pour un rookie, c'est être assez compliqué. Et après, j'avais noté des noms. Le Go Kabitadze, moi je l'avais noté aussi, puisque c'est assez intéressant parce que la hiérarchie est pas très claire. Enfin, en tout cas, quand il a eu l'opportunité de jouer, quand Wendell Carter était blessé, on a montré qu'il avait un vrai niveau. Finalement, il est toujours au même endroit au Magic alors qu'il avait retrouvé le banc. C'est assez particulier. Donc voilà, je vais l'intégrer aussi là-dedans. Et puis la seconde saison d'Eric Lively aussi, qui nous a quand même montré quelque chose d'assez fou. Est-ce qu'il va être capable d'exploser encore les attentes? Alors je suis pas sûr, je pense pas que le plafond soit si haut que ça, mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de surveiller, la rotation en poste de pivot du côté de Dallas notamment. Peut-être rajouter un nom là, parce que du coup c'est l'inconvénient de pas préparer avant, c'est que les noms viennent on the fly sur la mouche pour traduire. Moi je mettrais Terrence Mann. Parce que Terrence Mann, il arrive là aussi pas à suivre dans le sens explosion, mais très curieux de voir comment va se dérouler leur saison. Parce que voilà, on en parlera peut-être un peu plus en détail durant les previews, mais les Clippers ont quand même perdu beaucoup de capacités de création offensive et de porteurs de balles et vraiment de joueurs capables de générer de l'attaque. Est-ce que Terrence Mann va être capable de prendre ce rôle, de prendre cet usage qui a disparu avec le départ de Paul George et le départ de Russell Westbrook, parce que c'est pas Kevin Porter Jr., Chris Dunn ou Derrick Jones Jr. qui vont reprendre cet usage. Donc est-ce que ce sera un petit peu de Terrence Mann, est-ce que ce sera un petit peu de Norman Powell? Ça pour le coup je vais surveiller. Et voilà, j'espère que ça suffira à Quentin et à ceux que ça intéresse. Il y a eu pas mal de noms comme ça à glisser. Vous savez quel joueur suivre, en tout cas parmi les role-players pour la saison prochaine d'après nous. Et justement, changeons de rôle, toujours même type de question, toujours signé Quentin. On parle de floor raisers et je sais que même la définition, tu avais fait ticker Tom, comment on définit, et donc selon toi, s'il y a quelques noms évidemment que tu vas glisser, qui sont les meilleurs floor raisers, donc éleveurs de plancher de la ligue? Pour moi, il y a 2 types de catégories dans les floor raisers, c'est-à-dire que tu vas avoir les remplaçants qui sont pas assez bons, tu sais, ceux qui vont t'apporter globalement, qui vont te garantir, qui vont faire très peu d'erreurs, qui vont être très propres, mais qui sont pas suffisants pour te faire gagner beaucoup de matchs, ou du moins qui te permettent pas de gagner contre les bonnes équipes, mais qui te permettent d'être toujours bon contre les équipes qui sont moins bonnes, quoi. Et sinon tu as les stars de la ligue qui ne sont pas assez bons pour être des premières options, mais qui ne sont pas non plus très scalables. C'est-à-dire, alors scalable, pour reprendre le terme scalable, qui ne peuvent avoir du succès que dans le contexte dans lequel ils sont le meilleur joueur, mais ils sont pas assez bons pour être le meilleur joueur aujourd'hui d'une équipe qui vise potentiellement le titre ou les finales de conférence. Moi, c'est ce que je vois dans les 2 catégories. Et du coup, est-ce que tu as envie de glisser des noms avant d'avoir la réponse en face? Alors, si on prend la deuxième catégorie, je dirais, par exemple, TJ McConnell. TJ McConnell, c'est un bon floor raiser pour moi, en tout cas au niveau du guard play. C'est quelqu'un qui fait très peu d'erreurs. On l'a vu encore en playoff, qui
qui est un très bon qui est un très bon meneur de jeu backup quoi. Des Tyus Jones, et si on va peut-être du côté des stars, on aura potentiellement quoi un gars comme Sabonis par exemple qui est un super joueur, encore une fois, hein, Sabonis qui est un super joueur, mais qui demande beaucoup de compromis pour être potentiellement pour faire de l'équipe dans laquelle il est un joueur principal une très bonne équipe. En fait, en fait, le truc, c'est que la première définition de Tom revient un petit peu au podcast sur l'efficacité. C'est-à-dire que les floor raisers, les élévateurs de plancher, ça va être des joueurs propres et plutôt efficaces. Donc, effectivement, tu vas être sur du TJ McConnell, tu vas être sur, je sais pas moi, t'es plutôt sur, dans la définition du profil, t'es plutôt sur, je sais pas, des Tyus Jones ou des Monte Morris à l'époque, des joueurs assez propres. Moi, j'avais plutôt dans l'idée la deuxième définition qu'a proposé Tom, c'est-à-dire des stars qui sont des élévateurs de plancher, mais qui soit n'ont pas le niveau pour te permettre de viser très haut en tant que première option, soit te posent beaucoup trop de compromis pour pouvoir être la première option d'une équipe compétitive. Pour moi, voilà, je vais rester sur l'idée que j'avais. Pour moi, l'un des plus grands floor raiser de tous les temps, c'est Russell Westbrook. Alors pas le Russell Westbrook de 2023-2024, mais le Russell Westbrook de Washington, par exemple. Pour moi, c'est la définition d'un floor raiser, c'est chez les stars. Ouais. C'est-à-dire que t'as une équipe moyenne, une équipe qui est moyenne, voilà, il y a des joueurs de talent par-ci par-là, mais par contre, il te rend tout le monde meilleur. Mais par contre, jusqu'à un certain niveau de compétitivité. Et là, puisque tu parlais justement de ta deuxième définition, Tom, moi, ça m'a fait penser à un joueur. C'est Brandon Ingram. Brandon Ingram, meilleur joueur. Enfin, lorsque c'est le meilleur joueur, c'est un floor raiser qui emmène les Pels jusqu'au play-in. Par contre, quand ce n'est plus le meilleur joueur et que il doit partager la balle, notamment avec un profil comme Zion, et ses défauts en tant que joueur sont contraignants pour les joueurs qui sont autour de lui. Et surtout, il n'arrive pas à s'adapter. Donc ouais, pour moi, t'as ce profil-là. Je pense qu'un joueur comme Pascal Siakam, moi, je sais que je vais pas trop me faire apprécier, que ce soit par les fans de Toronto, que ce soit par les fans d'Indiana. Et en plus, il a été présent plusieurs fois dans le DH20, donc c'est un peu dur. Mais pour moi, Pascal Siakam est un peu dans ce type de joueur plancher, peut-être plus de joueurs plancher que réellement de floor raiser. Mais voilà, dans cette optique-là, Sabonis complètement. Je pense que voilà, c'est des joueurs, c'est sur ce socle-là, moi, sur lequel je partirais au niveau des stars. Je pense que Ingram, Sabonis et Pascal Siakam, ça peut être pas mal. Et effectivement, t'avais le côté Russell Westbrook qui, pour moi, était un peu la personnification de vraiment cette définition de floor raiser au niveau des stars. Il y a Van Vliet aussi, tu vois, on en a pas parlé. Van Vliet, ouais, un petit pareil. Je suis moins. Parce que y a des saisons où Fred VanVleet est quand même pas exceptionnel. Ok, est-ce réellement un élévateur de plancher? Ça, je suis pas sûr. Justement, ça allait un peu dans la direction où je voulais aller, parce que déjà, donc par définition, c'est un peu ce que tu disais en sous-texte constant, mais par définition, de toute façon, les meilleurs joueurs de la ligue sont certes élèvent ton plafond, mais aussi ton plancher. C'est-à-dire que Nikola Jokic élève très très fortement un plancher. Mais si on oui, forcément. Mais si on prend juste en compte, voilà, ce qui te donne un plancher entre guillemets trop haut, peut-être, moi c'est un peu comme ça que j'ai envie de le dire, un peu trop haut pour être une mauvaise équipe, mais pas assez haut pour, en tant qu'option 1, faire de toi un contender. Y a ce type de joueur. C'est vrai que Van Vliet peut s'y glisser. Moi, le premier qui m'est venu, en fait, c'est DeMar DeRozan, en fait, finalement. Ouais, qui pose plein de problématiques quand c'est ton option 1, peut-être aussi parce que son profil offensif est assez particulier. Et ça pose la question, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce trade des Kings qui ont eu besoin d'augmenter leur plafond. Est-ce que amener DeMar DeRozan va régler ce souci? Je suis pas sûr. Pour moi, c'est un peu, voilà, il illustre pas mal ce niveau de joueurs-là qui sont suffisamment forts, trop forts, en fait, pour que tu perdes beaucoup de matchs et pour finir dans les tréfonds de la ligue. Tu vas forcément être à la lutte pour le play-in quelque part parce que tu vas gagner des matchs de par sa simple présence, mais en même temps peut-être pas assez fort pour être une option 1, et en plus te pose la question de s'il est option 2 ou option 3. On rejoint un peu la problématique Russell Westbrook à une époque, d'ailleurs. S'il est option 2, 3 de ton équipe, est-ce que ça va bien fitter? Est-ce que tu le maximises? Pas vraiment, et du coup ça te pose d'autres problématiques. Donc voilà, c'est là-dessus aussi que j'irais. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur les floor raisers. D'ailleurs, tu vois, par rapport à ce que Constant disait tout à l'heure, hein, on peut se dire que peut-être que, tu vois, Brandon Ingram aujourd'hui, c'est un peu ce qui était DeMar DeRozan il y a quelques années, quoi. Peut-être le DeMar DeRozan avec les qualités du DeMar DeRozan des Spurs, c'est-à-dire que Brandon Ingram, il a déjà le playmaking,
il a le scoring, voilà, on va dire un scoreur de mi-distance, que c'est un joueur de jeu intermédiaire qui a besoin de pas mal de temps entre guillemets pour faire ses moves, ce qui l'empêche aussi d'aller dans les zones rentables, puisque c'est pas quelqu'un qui a un très très bon premier pas, en tout cas maintenant, hein. À une période aux Lakers, il avait un bon premier pas, là il a besoin de faire beaucoup de moves pour pouvoir aller dans ses spots. Donc encore une fois, hein, le temps passe sur la possession, donc c'est plus difficile de déclencher un tir. Donc peut-être que voilà, ça va être le joueur plancher, qui sait. Peut-être que les Pelicans vont pouvoir l'échanger contre leur version de Kawhi. On peut leur souhaiter, je sais pas si on le parierait, mais Nicolas Vucevic. Oui, Nicolas Vucevic. Bah, de toute façon, dans l'effectif des Bulls, ah oui, du Magic, la version Magic. Ouais, la version Magic. Un bon élévateur de plancher. Après, tu vois, il y a des meneurs, typiquement. Là, je pense à deux meneurs. On revient plus sur la première catégorie. Mais Jeff Teague et George Hill. Ça, c'est des ouais, à l'époque, ouais. Un peu registre TJ. Oui, à l'époque, bien sûr, pas maintenant. Mais voilà, c'est l'élévateur de plancher de podcast. Ah non, mais Evan Turner, des profils comme ça, voilà, des floor raisers. Après, sinon, bah voilà, il y a Rajon Rondo, il y a Chris Paul. Enfin, comme on l'a dit, les joueurs efficaces et propres, de toute façon, élèvent ton plancher. Et vous avez remarqué qu'on arrive quand même souvent sur des meneurs assez passeurs d'ailleurs, et que finalement, on est moins sur des ailiers intérieurs. Oui, des meneurs ou des pivots. Remarque, on a cité pas mal de pivots un peu à contre-temps, quand on a cité Vucevic, quand on a cité Sabonis. Les Valanciunas, les usual suspects. Ouais, Valanciunas, bon, ouais, je sais pas trop. Passons là-dessus, Constant, on va éviter de se faire encore des ennemis. On le propose d'enchaîner. Alors, je vous préviens, on va glisser tout doucement pour nos auditeurs, hein, surtout. On va glisser tout doucement vers une parenthèse qui va nous amener à parler des New York Knicks, parce que la fanbase des Knicks a quelque chose. Mais tout d'abord, c'est très subtil de la part de Maxence, cette première question. C'est, selon nous, en se projetant un peu, je cite, quel est votre top 5 NBA des bancs cette saison? Alors, encore une fois, je sais pas tout ça pour mettre les Knicks premiers, hein. Voilà, évidemment. Alors qu'ils sont même pas premiers. Voilà, parce que Maxence est un supporter des Knicks, pour ceux qui nous suivent pas sur Twitter, qui ne voient pas trop qui c'est. Donc, forcément, on va en parler, mais pas seulement, parce que justement, déjà, encore une fois, on va débattre autour de la question, mais comment on juge les meilleurs bancs en NBA pour en faire un top? Alors top 5, je sais pas, mais pour dégager quelques noms, je sais pas lequel de vous veut se lancer. Et bah cette fois Constant, vu que Tom a eu droit à celle d'avant. Oh non, mais il y a de toute façon, il faut. Et on avait déjà pas mal fait ça avec Tom sur la FAQ de l'été dernier, c'est qu'à chaque fois on nous posait une question, on disait alors non, il faut définir les termes avant. Non, mais au niveau du banc, c'est quoi? C'est la 8-man rotation, la 9-man rotation, la 10-man rotation. C'est quoi? C'est la qualité du remplaçant. Donc au niveau des bancs, c'est difficile de juger. Allez, si on part sur une rotation à 9-10, pour moi le meilleur banc de NBA, je suis désolé, ça reste Indiana. Quand on voit la capacité qu'ont les joueurs d'Indiana, les TJ McConnell, les Isaiah Jackson, même Bénédicte Mathurin, il sortait du banc. Donc ce type de profil-là, moi je trouve que c'est hyper valuable. Après bien sûr, les Knicks, avec que ce soit, on va voir comment ils vont agencer leurs 5 majeurs, mais que ce soit potentiellement avec Josh Hart, potentiellement avec Miles McBride, potentiellement avec Donte DiVincenzo. Après, ça fait beaucoup de profils qui sont quand même très limités sur le backcourt. À l'intérieur, c'est quand même pas grand-chose. Là où je trouve que Indiana a quand même plus de polyvalence au niveau des postes. Après, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais potentiellement OKC peut être inclus dans cette catégorie. Hein. Avec là aussi, on va voir comment le 5 majeur va être agencé, mais avec du Alex Caruso ou du Isaiah Hartenstein, avec du Isaiah Joe, avec du Aaron Wiggins. Donc, voilà, Indiana, OKC, New York. Après, j'essaye de voir quelles sont les équipes qui pourraient que je pourrais ajouter. Mais là, je pense que Tom va avoir plus d'idées. Mais là, comme ça, ce serait mon top 3. Après, c'est comment juger aussi l'apport du banc de Boston, par exemple. Les Peyton Pritchard, les Sam Hauser, les Al Horford, quand ça sort du banc, c'est des joueurs qui sont bons, mais qui sont aussi très dépendants du rendement des titulaires. Donc forcément, pour juger la qualité d'un banc, faut aussi juger comment ces joueurs du banc sont parfois mis en avant par les titulaires, et tu reviens aussi à la qualité de ton 5 majeur. Ouais. Exactement, Tom. C'était question, voilà, les questions autour de la valeur de remplacement, on va dire, pour un banc par rapport aux titulaires. Ça implique la question du niveau des titulaires et puis la question de profondeur. Je sais pas sur quel critère, toi, le plus important pour toi? Bah, c'est comment le banc est déployé, c'est-à-dire que il y a très peu aujourd'hui NBA, il y a très peu de coachs un peu à la Doc Rivers là qui font des line-up full banc. Ça c'est
il y en a très peu. C'est généralement peut-être 2 joueurs de banc, 2 ou 3 role players élites potentiellement qui sont ajoutés à 3 joueurs du 5 où à chaque fois c'est un petit remplacement comme ça, il y a plus de line-up full banc. Donc c'est vrai que tu vois par rapport au banc de Boston, si tu prends uniquement les joueurs du banc sans prendre en compte les titulaires et la polyvalence des titulaires, bah, tu peux te dire que le banc il est un peu léger, alors que quand tu vois comment ils sont déployés, par exemple Sam Hauser il va être déployé dans certaines situations, Al Horford il va être déployé dans certaines situations, tu vas avoir aussi Peyton Pritchard qui va être déployé dans certaines situations également, pareil pour Xavier Tillman. Et en fait, si tu mets le 5, si tu couches le 5 sur le papier sans prendre en compte les titulaires et la polyvalence que les titulaires t'apportent, ça va être un banc totalement moyen, mais quand tu enlèves quand tu enlèves 1 ou 2 joueurs du 5 pour ajouter un ou ces 2 joueurs-là, ils font sens. Et en fait, le full bench ne fait pas sens, mais le banc, globalement, et les joueurs de banc sont assez bons, quoi. Et du coup, est-ce que dans cette optique, tu vas répondre comme l'aimerait Maxence Knicks ou pas? Alors, oui, je trouve que les Knicks ont un banc plutôt solide, puisqu'ils ont des joueurs très polyvalents et ils ont des joueurs assez interchangeables. Tu vois, si on prend ok, ils vont pas faire de line-up full bench, mais ils peuvent remplacer, entre guillemets, un titulaire par un titulaire qui ne commence pas les matchs, quoi. Donc ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Une autre équipe que moi j'ai un peu en wildcard, ça va être par exemple les Rockets, notamment sur le secteur du rebond offensif. On sait que généralement sur les bancs, il y a des porteurs de balles qui sont, on va dire, qui sont pas partie de la crème sur le banc, et t'as souvent des role players. Et en fait, quand tu regardes ce que peuvent proposer, notamment au niveau du front court et de la capacité à faire du playmaking défensif, des rebonds offensifs et de tir, par exemple, si tu prends Rich Shepard et tu prends à l'intérieur le trio Tari comme tu l'as cité tout à l'heure, Constant, avec Steven Adams et Amen Thompson, je pense que c'est une équipe qui aura beaucoup de possessions supplémentaires et qui pourra avoir un effet de son banc qui pourra être assez létal, hein, et qui pourra leur permettre justement d'élever leur plancher et de faire en sorte que même si le 5 majeur a un net rating peut-être juste neutre ou légèrement négatif, avec tout le playmaking défensif et toutes les secondes chances qui risquent de pouvoir ingérer avec le deuxième 5, avoir par exemple des role players qui complètent bien le 5 majeur, et avoir ce front court qui permettent d'avoir des positions supplémentaires et d'améliorer le plancher du banc. Ouais, pour citer d'autres noms d'équipes qui ont des bancs intéressants, un peu dans cette idée où peut-être l'écart entre, alors comme tu le disais, hein, de toute façon les line-up full banc c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, voire plus du tout en NBA, mais je pense au Magic. Le Magic, il y a quand même pas mal de ces joueurs qui sont pas très très loin du niveau du titulaire au-dessus. Alors pas à tous les postes, hein, bien entendu, mais justement on parlait de la rotation intérieure derrière Wendell Carter, entre guillemets derrière, avec Mo Wagner ou encore Goga Bitadze, mais t'as encore plein de joueurs, t'as du Cole Anthony, etc. Anthony Black selon qui joue à certains moments, bref, qui ont des profils. Là pour le coup c'est pas des profils qui vont complémenter plutôt le 5 majeur comme tu disais par rapport aux Celtics, mais là où le niveau entre les deux est un peu différent. Et après bon là le banc est pas dingue, mais c'est juste pour citer un mec qui représentait beaucoup ça. Moi je trouve sur la saison dernière, sur cette saison ça va être un peu différent, mais je vais retourner du côté des Wolves avec Naz Reid. Naz Reid qui permettait aux Wolves après avec le niveau qu'a eu cette saison Naz Reid, je sais pas si on va retrouver le même cette saison, je lui souhaite évidemment parce qu'il a eu quand même une saison assez extraordinaire et des playoffs d'ailleurs excellent, et qui permettait de changer la dynamique de leur secteur intérieur 4 Rudy Gobert en le glissant à la place de l'un des deux à chaque fois de manière assez incroyable. Je sais pas, est-ce que vous voulez citer quelques noms? On les a pas cités encore, mais par exemple Dallas dans le notion d'interchangeabilité, je pense qu'ils ont fait un boulot pas mal cette intersaison, où tu as pas mal de role players qui sont interchangeables, et tu peux avoir ils ont pas mal de polyvalence, c'est quelque chose qui leur manquait. Ils ont pas mal de polyvalence, notamment par exemple à Klay Thompson. Je pense que Klay Thompson est vu comme le remplaçant de Tim Hardaway Jr., alors que tu vois, je pense que Klay Thompson ça va être pour moi il va être en concurrence essentiellement avec PJ Washington, quoi. Quand PJ Washington ne jouera pas contre Najee Marshall, Klay Thompson, ou voir Najee Marshall, effectivement. À voir. Alors vous avez vu, personne n'a cité les Denver Nuggets, bizarre.
Moi, ça me surprend. Je comprends pas pourtant Peyton Watson, Christian Brown, Julius Randle, Russell Westbrook et DeAndre Jordan, ça fait rêver au niveau du banc. Non, c'était gratuit. Non, c'était pour plaisanter sur le banc des Nuggets qui est un running gag, mais à surveiller parce qu'il y a beaucoup de paris au niveau de leur banc, mais encore une fois, au niveau de la complémentarité avec le reste du 5 majeur, ça peut faire sens. Attention au banc des Clippers, qui est quand même bien fourni, avec toutes les signatures qu'ils ont fait, que ce soit avec des meneurs assez défensifs, avec Chris Dunn, avec potentiellement du Amir Coffey, à voir, bon bah voilà, on va citer le nom interdit, il a jamais dû revenir en NBA, mais du Kevin Porter, enfin voilà, toujours Norman Powell, sera-t-il titulaire ou sera-t-il toujours ce dynamiteur de banc absolument fabuleux. Donc, à voir au niveau des Clippers, ils ont quand même beaucoup de paris, beaucoup de pièces en l'air qui ont été lancées durant l'été, mais si ces pièces en l'air ou une partie de ces pièces en l'air venait à tomber du bon côté, tu pourrais avoir un banc qui est très sérieux, surtout si tu associes à des générateurs d'attaque comme peuvent l'être James Harden et Kawhi Leonard. C'est parfait, t'offres la transition parfaite, Constant, pour aller sur la question d'après, qui est une question de Quentin, Spot of the Year, qui nous demande quelle est l'équipe après cette intersaison qui est la mieux armée pour aller chercher Boston, pour battre, je cite, Boston au complet dans une série en 7. Donc voilà, j'imagine, pas forcément obligé de faire très très long. Je sais pas si c'est la bonne transition de parler des Clippers. Non, pas des Clippers, mais de l'été, des intersaisons, de Bien tout sûr. Ce qui s'est passé, des gens qui ont fait évoluer leur effectif, enfin des différentes équipes qui ont fait évoluer leur effectif. Voilà, quelle équipe la mieux armée, si vous devez mettre une piécette. Bon, on en reparlera probablement quand on fera les previews, bien sûr. On se prépare pour la saison prochaine chez Dunk Hebdo. Mais voilà, si vous aviez un nom, une équipe à mettre pour aller chercher, pour aller détrôner donc les champions en titre, les Celtics l'année prochaine. Tom, c'est pour toi, du coup. Je dirais potentiellement OKC. Par rapport à tous les mouvements qu'ils ont fait à l'intersaison, on rappelle que ça a été l'équipe qui a eu le meilleur bilan de la conférence de la conférence Ouest, pardon, et qui allait chercher qui allait chercher on aurait des soirées plus tranquilles. L'un des meilleurs role players à l'extérieur qui n'a pas fait les playoffs et qui a aussi récupéré un pivot qui a joué de grosses minutes et qui a été important dans le run d'une équipe qui a passé un tour aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui s'est bien renforcée à l'intersaison, donc, et qui était pas loin de ça, de faire d'aller un petit peu plus loin en playoff, notamment face à l'équipe qui est sortie de la conférence Ouest. Donc je pense que voilà, c'est l'équipe qui s'est le plus amélioré, qui pourrait en tout cas poser des problèmes à cette équipe de Boston. Après, dans la même conférence, je dirais les Bucks potentiellement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de les voir, et c'est une équipe qui qui a changé d'identité, qui est devenue une équipe offensive, alors que c'était une équipe défensive qui mettait des points. Maintenant, c'est devenu une équipe offensive qui doit arriver à défendre et qui a assez de talent offensif justement pour pouvoir faire vaciller cette défense de Boston. Et voilà, globalement, ça va être les deux équipes à l'instant T, potentiellement. Pour moi. C'est bien parce que Tom n'a pas grillé ma réponse. J'avais peur qu'il grille ma réponse à la première équipe citée, mais il n'a pas grillé ma réponse. Non, pour moi, c'est Phoenix. Parce que quelle est la meilleure équipe pour contrer Boston? Faut voir les qualités de Boston. Quelles sont les qualités de Boston offensivement? C'est du mismatch shooting et la capacité défensivement d'avoir 5 porteurs de balles et de pouvoir, enfin, offensivement d'avoir 5 porteurs de balles et défensivement la capacité de pouvoir défendre surtout et la capacité d'attaquer avec toujours quasiment un 5 majeur plus grand que le 5 majeur de l'équipe adverse, quand bien même avec la capacité, la mobilité de tes ailiers, t'es plus rapide, t'es plus physique, t'es plus polyvalent. Pour moi, c'est l'Knicks. Si on regarde la construction pure, c'est l'effectif des Knicks. Et globalement, les moves qui ont été faits à l'intersaison, c'est des moves qui ont été faits pour contrer Boston. L'arrivée de Michael Bridges a été fait en partie pour amener encore une fois toujours plus de présence défensive sur l'aile. La prolongation de Giannunoby va totalement dans ce sens. Après, il y a une problématique, c'est que il y a Kristaps Porzingis, quoi, et que Kristaps Porzingis, c'est un match-up killer pour beaucoup d'équipes, notamment pour les Knicks. Depuis la perte d'Isaiah Hartenstein, déjà c'était pas facile pour défendre sur Boston, mais là Mitchell Robinson, je vois très mal comment Mitchell Robinson pourrait sortir sur Kristaps Porzingis, avoir la mobilité, donc ça forcerait. S'il est en santé en plus de ça. Enfin, si les deux sont en santé, parce que ça peut s'appliquer pour soit pour Kristaps Porzingis, soit pour Mitchell Robinson. Mais partons du principe que si Kristaps Porzingis est en santé, je vois pas comment Mitchell Robinson pourrait sortir. Et du coup, tu partirais sur des line-up avec un 5 petits, probablement Julius Randle ou OG Anunoby,
moi, je crois pas vraiment au Precious Achiuwa qui pourrait être 5 pour remplacer Mitchell Robinson. Donc partir sur du small ball. Après, pour moi, ouais, c'est New York qui est vraiment l'équipe qui semble être la mieux armée pour battre Boston. Après, Milwaukee, moi, j'y crois absolument pas. De toute façon, j'en ai parlé dans l'épisode fenêtre de titre. Je suis très sceptique sur la saison à venir pour les Bucks. Denver reste malgré tout une problématique inédite, même si on l'a pas vu, mais une match-up théorique intéressante pour ces Celtics. Après, tu vois, OKC par exemple, pour moi n'est pas du tout. C'est même une match-up qui est plutôt favorable pour Boston parce qu'ils ont la taille en fait et ils ont énormément de relais. Effectivement. Ils ont énormément de personnel pour défendre, que ce soit sur Shai Gilgeous-Alexander ou que ce soit pour défendre sur Jalen Williams et pour essayer un petit peu de casser la matrice offensive ou la matrice défensive de Boston. La clé, ça pourrait être Chet Holmgren. Sauf que comme Sam Presti a décidé de faire jouer Chet Holmgren au poste 4 et de mettre Isaiah Hartenstein à côté de lui, du coup Chet en poste 5 et en 5-out, c'est pas du tout une situation qui va arriver. Donc non, pour moi OKC est pas la mieux armée pour affronter Boston. Pour moi, ça reste New York, déjà parce que les moves vont dans ce sens-là et parce que sur le papier, on va dire que c'est le personnel est un peu calqué pour essayer de contrer les forces, en tout cas en attaque de Boston. C'est le Minnesota de Denver, quoi. Ouais. Oui, bah tiens, justement, moi j'avais aussi noté Denver, bien sûr, là-dessus, parce que Denver est tombé contre son contre naturel, j'ai envie de dire, la saison dernière. Donc c'est vrai qu'ils sont encore peut-être dans cette liste des équipes, mais il y a aussi une question de probabilité, comme tu le disais, Constant. Le Boston va devoir se sortir de la conférence Est, donc il y a plus de chances déjà de l'avoir cette série face aux Knicks, et ça amène. Je les mets d'un coup, comme ça on pourra un peu développer, enfin Tom, je te permettrai de développer un peu plus sur les Knicks, parce que Constant a déjà commencé à amener tous ces petits sujets sur les questions à la fois de Maxence et aussi Tom du French Knicks Podcast, ex-French Knicks Podcast, qui nous parle de tout ça. Tom lui demande qu'est-ce qui empêchera objectivement, évidemment, en toute objectivité, les Knicks d'être en conférence, en finale de conférence face au Boston Celtics, évidemment sans parler des blessures. Et Maxence lui parle justement de cette histoire de nouvel effectif du côté de New York, avec moins de pivots et peut-être des line-up plus petites. Tom, je sais pas si tu veux voir venir sur cet affrontement attendu en tout cas par les fans des Knicks, ce potentiel affrontement en vue des playoffs 2025. Alors qu'est-ce qui peut objectivement les empêcher de se rencontrer en finale de conf? C'est déjà de les rencontrer peut-être avant, hein, s'il y a une des équipes qui finit un petit peu plus bas et qui finalement très terre à terre, Tom, effectivement. C'est un duel de le seeding, hein, puisque on avait eu c'est ce qui s'était passé de mémoire pour les Rockets. Les Rockets et les Warriors, ils s'étaient pas rencontrés en finale de conf, ils s'étaient rencontrés un peu avant. Il y a une des années, ils s'étaient rencontrés. Je crois, c'est l'année où Portland va en finale de conf. Oui, c'est 2019, ils se rencontrent en demi-finale de conf parce que Golden State fait 1 et Houston fait 4. C'est ça, exactement. Donc c'est un scénario qui peut potentiellement arriver. Après, je pense que les Knicks, par rapport, si on prend le field, ils peuvent être vulnérables à d'autres types de construction d'équipe, hein. C'est ça aussi la problématique quand tu t'armes pour affronter un seul adversaire. Si tu ne le rencontres pas tout de suite, tu peux te faire sortir tu peux te faire sortir avant. Par exemple, c'est pas une équipe qui est armée forcément pour battre les Sixers. Je pense que c'est une équipe qui aura aussi un peu de mal contre Indiana. Le Indiana de l'année prochaine. Donc voilà, je pense que ils peuvent être battus avant, là où pour Boston, on parlait de plancher plafond. Enfin, le plancher de Boston, c'est la finale de conférence, hein, normalement. Ouais. Après, tu as cité Philly et Indiana, et je sens déjà les fans des Knicks dire oui, mais Philly on les a battus et Indiana on les emmène en 7. Tu vois, je sens déjà venir la rhétorique des fans des Knicks. Donc, mais après, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais je pense que il y a ce côté où alors il y a l'ajout, tu vois, de Paul George du côté de Philadelphie, un Joel Embiid qui sera en meilleure santé, mais je pense que déjà connaissant quelques fans des Knicks, dire Philly, je pense que du côté des fans des Knicks, ils vont dire non, nous ça va pas nous empêcher de potentiellement de rencontrer Boston. C'est ceux qui ont un je sais bien, mais tu vois, sur la série face à Philly, c'est pas Isaiah Hartenstein qui propose la meilleure défense sur Joel Embiid, c'est plutôt Mitchell Robinson d'ailleurs. Oui, et même OG. Ouais. Voilà, je pense que ça permet, ça fait une belle parenthèse Knicks, ça fait peut-être même beaucoup de Knicks pour une fois aux questions, mais au moins on aura répondu autour de tout ça. Je pense qu'on reparlera bien entendu, notamment des Knicks, quand on fera les previews de la saison, mais repartons un peu plus large sur la ligue, mais toujours par rapport à cette saison qui s'annonce, à ce qui s'est passé cet été.
cet été, notamment avec cette question, parce que j'étais déjà en train de lire l'épisode de Twitter, déjà des fois c'est pas évident, Sercourt 3 peut-être. En tout cas, qui nous pose cette question: à qui cette trêve olympique peut-elle le plus profiter parmi les joueurs de Team USA? Et j'ajoute aussi la question, puisqu'on va avoir les joueurs de Team USA, mais pas que, pour parler joueurs de la saison prochaine, s'éloigner un peu des équipes. Là, il y a cette question de Nuggies, de FR Nuggets FR, qui nous demande, selon vous, les joueurs qui vont exploser, se révéler cette saison, donc au-delà des role-players qu'on a déjà évoqués. Et évidemment, puisque c'est un compte fan des Nuggets, il nous parle de Julian Strouter, un nom que je n'aurais pas pensé citer dans un podcast d'été, mais le voilà. Donc voilà, les joueurs de Team USA et les joueurs qui vont se révéler selon vous cette saison. Quel nom vous avez envie de suivre? Constant, je crois que c'est à toi. Bon, c'est toi en tout cas que je lance sur cette question. Est-ce que tu as des noms qui te viennent? Shaedon Sharpe. Voilà, c'est ma réponse. Shaedon Sharpe. Franchement, le backcourt, Shaedon Sharpe, Scoot Anderson, ils sont dans un effectif qui est vraiment horrible, mais moi, ça me donne envie de regarder. Après, encore une fois, c'est sur les joueurs qui vont exploser. On va dire que c'est des joueurs qui arrivent potentiellement en fin de contrat rookie ou qui sont dans, peut-être la première année de leur deuxième contrat. Donc un peu exemple type Kobe White, un peu dans ce registre-là, ou type Jalen Johnson, ce qui a pu se passer la saison présente. Non, moi je reste assez confiant sur le fait que il est même dans un contexte collectif qui est pas simple et qui est pas sain non plus, avec un coach qui est vraiment pas le meilleur coach de toute la NBA avec Chauncey Billups. Mais je pense que Shaedon Sharpe, il y a un petit côté Jalen Green, mais la version réussie de Jalen Green, c'est-à-dire ce côté un petit peu arrière hyper explosif, mais qui a encore quelques défauts, qui a encore beaucoup de défauts, que ce soit sur son adresse à 3 points, que ce soit sur sa capacité à résister au contact, notamment près du cercle, un petit peu les mêmes défauts que Jalen Green. Mais je sais pas, je trouve que c'est sur ce qu'il a montré les quelques matchs où il a pas été blessé cette saison, il y avait des choses intéressantes du côté de Shaedon Sharpe. Donc moi, c'est un joueur que je vais surveiller attentivement, même si Portland sera loin d'être le centre de toutes les attentions, surtout que avec la draft de Donovan Clingan, il se retrouve quand même avec un joueur qui est capable un bon poseur d'écran, donc un joueur qui est capable de lui créer un espace pour potentiellement avoir des finitions un peu plus simples que si c'est DeAndre Ayton qui vient poser l'écran. Donc ça, je vais surveiller. Puis après, non, moi, les joueurs de deuxième année sont toujours intéressants à suivre, que ce soit Brandon Podziemski, que ce soit Rami Rakel Jr., Derek Lively, comme vous l'avez dit. Donc, quel joueur va exploser? Moi, je reste sur mon Andrew Nembhard. Je suis très confiant sur Andrew Nembhard, je vous le dis. Donc, je reste sur ça. Mais Shaedon Sharpe, je pense que ça peut être un joueur qui peut surprendre dans sa troisième année. Tom, est-ce que tu as des noms, toi, à nous donner, de noms de joueurs à suivre qui pourraient avoir leur breakout season, comme aiment bien dire les Américains? Je pense le premier candidat, ça risque d'être Trey Murphy, notamment si Brandon Ingram est transféré ailleurs. Je pense que c'est lui qui va essentiellement reprendre le poste vacant laissé par Brandon Ingram. On sait que c'est un joueur aussi qui doit être en train de négocier son prochain contrat. Donc je pense que son agent va faire le forcing pour qu'il ne sorte pas du banc et qu'il soit titulaire et qu'il ait plus d'une vingtaine de minutes par match. Surtout qu'on sait qui est son agent. Donc je pense que globalement, ça risque d'être un peu Alors, je ne sais pas si on peut dire révélé, puisque c'est quand même quelqu'un qui est quand même suivi. C'est pas quelqu'un qui part de nulle part, mais je pense que c'est un joueur qui va vraiment changer de dimension, et je pense que d'ici la fin de saison, on parlera de lui différemment que sur ce début de saison. Et sinon, je dirais Nembhard, j'aime bien, parce que je pense que Nembhard, ce qu'on a vu sur les playoffs, j'ai la sensation qu'il est capable de répliquer ça sur la saison régulière. Ouais. Donc je pense que lui aussi il va peut-être surprendre. Hormis les tirs du nez, c'est un peu plus compliqué ça. Ça c'est dur. C'est dur à refaire. Parce que la gestuelle est complexe. C'est ça. Et sinon, pour revenir sur la question par rapport à Team USA, j'aurais dit 2 joueurs. Le premier, Devin Booker, je pense, notamment avec l'apport de coach comme Budenholzer. Le fait d'avoir passé encore un été avec Kevin Durant, avec d'autres stars NBA, je pense que ils seront les Américains aiment bien dire, tu vois, he belongs. Ils voient que il a sa place là-dedans. Et puis là, c'est un joueur beaucoup plus mature que la dernière fois où il avait eu son run avec Team USA. Donc je pense que lui, il peut subir ce Olympic Lips entre guillemets, comme on pourrait le dire. Et sinon, l'autre joueur, c'est peut-être Jason Tatum, pour faire taire un peu les critiques. Peut-être qu'il va essayer d'aller chercher le MVP.
Moi, j'aurais dit Stephen Curry parce que ça donne la lumière sur Stephen Curry, sachant que la saison des Warriors sera peut-être pas celle où il aura le plus de lumière. Non, mais si j'étais en full troll, j'aurais dit Tyrese Haliburton parce qu'il s'est reposé, donc c'est lui qui va le mieux profiter des JO. Il s'est reposé, il a joué 3 minutes. Non, après au niveau de Team USA, je sais pas, je pense que quels sont les joueurs qui ont réellement pris un Olympic leap, ça reste à déterminer. Là, j'en ai pas en tête. C'était Kevin Durant, D-Rose à un moment. C'est la Coupe du Monde, KD. KD, c'est la Coupe du Monde. Ouais, c'était pas olympique. Ouais. Donc, je pense que, attention quand même si voilà, je suis pas le plus grand fan, vous le savez très bien. J'ai bien aimé les JO de Franz Wagner. Après les Allemands, voilà, les Allemands ont un collectif très solide, mais Andrew Nembhard a été bon avec le Canada, je reste sur Andrew Nembhard, donc oui, moi je dis qu'il va le plus profiter. Devin Booker, parce que c'est quand même lui qui a été le joueur qui a fait le plus, entre guillemets, de sacrifices, en tout cas le joueur qui a le plus embrassé un rôle qui est complètement différent du rôle qu'il avait lorsqu'il est du côté de Phoenix, et un joueur qui potentiellement pourrait changer de statut ou pourrait avoir une élévation de son niveau de jeu par rapport au niveau qu'il avait précédent les JO, ouais, soit Franz Wagner, soit potentiellement Andrew Nembhard. Moi, je reste sur Nembhard. Attention à Constant qui va créer le compte Nembhard FR d'ici quelques non, il y en semaines. a déjà plusieurs. J'imagine. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous. Peut-être Booker sur cette prise de conscience de cette capacité à avoir un roll of ball peut-être un peu différent. Mais sinon, c'est une question un peu différente. Je trouve cette année l'équipe de Team USA, quand on voit une équipe de vieux, finalement, c'est les vieux qui ont joué. Bon, ça va être, ils vont difficilement avoir, voilà, un grand leap, comme tu disais, Tom. Un bond de niveau, sachant qu'ils sont plus, pour la plupart des joueurs majeurs, en tout cas de Team USA, de cette Olympiade, plus sur une fin de carrière qu'un début de carrière, on va dire ça comme ça. Et pour parler des révélations, alors bien sûr, Nembhard, dans le type des guards, alors forcément, il y a pas mal de rookies, enfin de sophomores, donc qui vont arriver dans leur seconde saison qu'on a envie de citer. Moi, j'ai Keyonte George. Du côté du Jazz, où il va y avoir un peu plus de place. Je veux bien mettre une piécette dessus. Sinon, il y a aussi Brandon Miller, je pense aussi, qui peut... qui a eu un moment où c'était très bon, un moment où ça a été un peu plus dur. Je pense que le jeu va ralentir, comme on dit souvent. Enfin, les joueurs de seconde saison, on a souvent ça. Et puis, bien sûr, pour ne pas le citer, Victor. Non, ça compte pas. Ça compte pas. La breakout season, non, ça compte pas. C'est trop. C'est trop. Non, mais après, est-ce que un joueur comme Amen Thompson, par exemple, peut pas profiter du contexte collectif de Houston pour vraiment faire une breakout season dès sa saison sophomore? Ça c'est des noms en tête, mais voilà, au niveau de la breakout season, forcément on vous cite des joueurs qui sont dans leur contrat rookie ou qui sont à peine dans leur deuxième contrat. Après, si on parle juste de breakout season en termes de points marqués, Cam Thomas, je suis désolé, mais là Cam Thomas en breakout, ça va être breakout, mais tout, l'adresse, l'efficacité, enfin breakout ou breakdown. L'efficacité, ça va être breakdown, mais par contre, le volume, attention. Le volume, il va être breakout. Mais alors là, il va exploser le plafond là pour le coup. Bon, on aura eu quelques noms, et pour reparler encore une dernière fois de la prochaine saison, après on va parler de la ligue au sens plus large, il y a Riri Filou qui nous pose une question, très joli pseudo, qui nous parle du calendrier 2025 et qui nous pose cette question plus de règles et d'organisation de la ligue, ça fera un peu la transition. Pensez-vous, je cite, qu'il est temps d'arrêter les séparations entre divisions et conférences pour avoir une répartition quasi égale des matchs entre toutes les équipes sans distinction géographique, toutes les problématiques donc des divisions et des conférences, et qui nous remercie pour le podcast de qualité, donc merci Riri Filou. Et mon cher Constant, je vais te lancer, puisque avant justement d'appuyer sur le bouton enregistrement, tu nous as prévenu, t'allais faire ressortir ton côté réactionnaire traditionnaliste de la NBA sur cette question. Alors, il est pas temps de séparer tout ça? Je l'ai dit de toute façon, il y a que en NBA que je suis réac. Je vous le dis tout de suite. Non, mais enfin, moi j'aime bien mes 82 matchs. Pourquoi vous voulez enlever des trucs, les gens? Moi j'aime bien j'aime bien mes 82 matchs. J'aime bien mes conférences. J'aime bien mes divisions. D'ailleurs, la NBA, c'est si on prend les 4 ligues majeures de sport nord-américaines, donc avec le baseball, avec le hockey sur glace, le football américain et le basket, c'est celle qui accorde le moins d'importance à la division, parce que pour ceux qui ne suivent pas la NFL, par exemple, c'est aussi réparti en termes de division, mais par exemple, c'est conférence division. Mais on va prendre un exemple, il y a 17 matchs en NFL. Si vous êtes alors c'est AFC et NFC, mais si vous êtes dans une conférence, il y a une année où vous allez jouer une division de l'autre conférence et vous ne rejouerez pas cette division avant 4 ans.
C'est-à-dire que il y a des match-up, il y a des matchs tout simplement qui se font une fois tous les 4 ans entre deux équipes. Alors en NBA, il se joue 2 fois par an les équipes intra-conférences. Donc là pour le coup, je pense que voilà, c'est pas non plus si important que ça en NBA, et ça l'est d'autant moins que depuis 7-8 ans, il y a plus cette règle où vous savez, si vous finissez premier de votre division, vous êtes automatiquement top 4 de la conférence. Ce qui est encore le cas au football américain. Ce qui avait permis notamment à, il me semble, c'était Portland de se retrouver 4e de sa conférence, quand bien même les Spurs avaient un meilleur bilan, mais c'était Houston qui avait gagné la division. Du coup, ça a donné le Clippers, the Spurs au premier tour, et les Spurs se font sortir. Non, moi je trouve que supprimer les conférences ou supprimer les divisions, c'est pas quelque chose. Qu'est-ce que ça apporterait de les supprimer en fait? Moi je trouve que c'est bien. T'as des match-up récurrentes. Ça permet aussi de faire un petit peu d'économie au niveau des trajets, ne serait-ce que purement écologique, hein. Même si la NBA est pas spécialiste, on va dire, le bilan carbone de la NBA est assez catastrophique. Mais non, moi je trouve que on est dans un système entre guillemets en NBA où t'as les rivalités intra-division, t'as les match-up intra-division, et de toute façon, même si tu n'es pas dans la même division ou dans la même conférence, tu vas te jouer au moins 2 fois par an. Donc contrairement qu'on dise ça sur certains sports voilà, encore une fois au football américain où t'as des matchs qui arrivent qu'une fois par an, qu'une fois tous les 4 ans, ok. Là, en NBA, je trouve que non, c'est assez bien comme ça. Ouais, avant de te relancer, Tom, je suis un peu comme Constant. J'ai aussi, c'est aussi mon côté conservateur de ce côté-là en NBA. Je te rejoins sur déjà, ça va faire changer plein de choses en termes de statistiques et d'histoire, quelque chose auquel la NBA est très, très attachée. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y aurait à y gagner? Pour un peu relancer sur ce quoi tu as terminé, Constant. Alors, ce serait une question d'équité, si tout le monde joue tout le monde de la même manière. Ça n'existe pas. Voilà, je pense que c'est un peu utopique de penser comme ça. Et puis, de toute façon, pour gagner, il faut battre tout le monde. À la fin, quand on arrive dans les playoffs, alors oui, le seeding peut parfois un petit peu avantager sur certains runs telle ou telle équipe, mais on voit bien que c'est pas uniquement dû. Parfois, le bon run, il est à la 3e ou 4e place plutôt que la 2e, donc c'est pas forcément dû vraiment au nombre de matchs que tu auras remporté. Il y a toujours ces facteurs blessures. Et puis il y a un dernier facteur qui est peut-être un peu bête et qui est pas vraiment, la NBA est pas vraiment la ligue. De toute façon, c'est une ligue sportive, mais t'es pas l'organisation, on va dire, la plus responsable à ce niveau-là. Mais faut quand même qu'on parle d'empreinte carbone et de voyage des joueurs et de voilà, puis aussi de temps de repos. Enfin voilà, il y a beaucoup de transport des gens NBA. Rajouter des matchs plus loin, alors ça implique beaucoup de choses. On pourrait repenser les calendriers en termes de tournées, mais c'est déjà assez compliqué pour les joueurs. Voilà, moi je serais plutôt contre, on va dire là-dessus. Tom, du coup, est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu es dans l'équipe des réformistes? Pour moi, hein, tant qu'il y a 82/83 matchs, ça peut rester comme c'est, hein. Mais après, si on décide de refondre le système et par exemple de passer à 60 matchs ou je sais pas moi, 72 matchs, peut-être que là ce sera 25, peut-être différent. Réduisons toujours plus. Allez, réduisons toujours plus. Là, ce sera non, mais là, ce sera différent. Mais faites 41 matchs. Vous faites non, même pas, vous en faites 29, vous en faites 58, vous faites un aller-retour comme au foot. Non, mais ça c'est moi qui râle sur les 82 matchs. Mais non, mais de toute façon avec la draft expansion, ça peut faire une transition pour la question suivante, mais à partir du moment où il y aura de nouvelles équipes, tu seras dans une ligue à 32, peut-être même à plus de 32. Donc il faudra repenser les divisions, il faudra repenser les conférences. Donc à partir de là, il y aura un changement naturel entre guillemets qui va se faire de par l'arrivée de nouvelles franchises où il va falloir redessiner un petit peu le paysage NBA. Bon on va l'utiliser ta transition effectivement, Constant. Parlons de la ligue au sens large et voilà d'une autre perspective de changement, une nouvelle draft expansion qui pourrait arriver, donc de nouvelles équipes en NBA. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, de manière très très rapide, quand il y a de nouvelles équipes en NBA, les équipes existantes peuvent sécuriser certains de leurs contrats. Le reste des joueurs sont à la disponibilité des nouvelles équipes qui choisissent un peu partout leurs joueurs pour construire leur premier roster qui est bien entendu assez un peu plus faible. En tout cas, quand on démarre, on pense à l'arrivée des Bobcats redevenus Hornets. Bon, est-ce que cette idée, question de Greg de Valleyhoop qu'on salue bien sûr, est-ce que cette idée vous excite? Tiens, Constant, tu l'as évoqué. Toi, est-ce que une expansion de la NBA de nouvelles équipes, c'est quelque chose qui t'amuse au moins? Ah oui, qui m'amuse. Après, c'est ce qu'on a. Il me semble qu'on avait déjà parlé avec Tom dans les FAQ de l'an dernier, mais il y a un côté où
La draft expansion, je pense que à l'ère des réseaux sociaux, c'est hyper drôle. Ça va être hyper drôle parce que oui, vous pouvez protéger que 8 joueurs. C'est vrai qu'il y a ça. Vous pouvez protéger que 8 joueurs. Et il y a 15 joueurs dans un roster NBA, donc je pense que ça pourrait faire. On parlait du banc et de la profondeur de banc. Il y a des équipes, elles seraient je peux pas protéger ce joueur-là, un petit peu embêtant. Après, il y a plusieurs trucs, c'est que globalement, il y a plus d'équipes, donc forcément un niveau moyen qui va être plus bas parce que plus de talents répartis dans plus d'équipes. Et moi, il y a une interrogation majeure, c'est quid du salary cap si tu passes dans une NBA à 32 équipes? Parce que là, le gâteau, il est partagé en 30 parts, mais si tu dois partager le gâteau en 32 ou en 33 parts, quelles répercussions ça va avoir sur le salary cap globalement? Ça, c'est une question que je me pose et ça, c'est une question. Voilà, faut le faire grossir. Alors tu peux le faire grossir. On sait qu'avec le nouveau CBA, c'est 10% d'augmentation max chaque année, mais globalement avec ce que la NBA a perçu de droits télé, on aurait pu avoir un cap spike dès l'été prochain finalement, si il n'y avait pas eu cette espèce de régulation. Donc la NBA n'est pas à plaindre, mais je me pose quand même la question de savoir, vas-tu faire grossir le gâteau et puis surtout quid d'une ligue où on est quand même dans une ligue hyper compétitive, hormis 7, 8 équipes qui sont un peu en dessous. Il y a beaucoup d'équipes qui sont au moins de bonne qualité. Ça a rarement été aussi bien réparti en termes de talent dans chaque franchise. Quid d'en rajouter 2, 3, 4 et où forcément le talent va se dissoudre parce que tu as plus de roster. Tom, du coup, tu as été presque cité nommément puisqu'on parle de cap. Comment toi tu vois l'arrivée des nouvelles équipes NBA, à la fois d'un point de vue financier mais aussi de manière générale sportivement, qu'est-ce que tu penses de cette potentielle, enfin l'approche en tout cas, ça on le sait, ça arrive petit à petit d'une draft expansion en NBA. Déjà, l'arrivée de deux équipes à l'ouest, ça va basculer qu'une seule équipe qui est à l'ouest, à l'est, hein, puisque aujourd'hui les deux conférences sont de 15. Si tu rajoutes deux équipes, ça fera une conférence à 15, une conférence à 17. Faut basculer qu'une seule équipe pour être à 16-16, hein, déjà. Donc ça, il y a souvent l'amalgame qui est fait sur le fait que voilà, si par exemple il y a deux équipes qui arrivent, faudra envoyer par exemple Memphis et les Pelicans ou Memphis et Minnesota par exemple à l'est. Non, c'est qu'une seule équipe qui pourra y aller, ça déjà. Si on parle de redécoupage. Ensuite, pour l'instant parler de l'impact sur le salary cap, c'est sûr que quand il y aura un rachat d'une franchise, ça va augmenter les revenus de l'NBA, donc ça va faire grossir le gâteau. C'est juste que sur le long terme, après, il faudra le séparer à plus, comme tu disais. Mais le gâteau va grossir de façon mécanique, enfin organique, tout simplement parce que une franchise va être rachetée, donc ça va rajouter entre guillemets des revenus à l'NBA. On sait que ça va augmenter tu vois toute la partie BRI et tout ça, et ça c'est corrélé au calcul du salary cap. On va pas aller trop dans trop de détails en tout cas pour cette partie-là, mais voilà les impacts. Après c'est vrai que pour d'un point de vue, je pense que ça c'est plus excitant que pour les fans que vraiment pour les front office et tout ça. Et puis je pense autre chose, hein, que certains propriétaires pourraient être réfractaires au fait que de nouvelles équipes arrivent, tu vois. Je sais pas moi, si c'est des concurrents supplémentaires, surtout que voilà, par exemple à l'ouest, on parle de marché, ça va pas être des marchés moyens normalement. Si c'est globalement Las Vegas et Seattle, c'est quand même des bons marchés entre guillemets NBA, donc ça peut, enfin les propriétaires de petites franchises entre guillemets pourraient voir ça d'un mauvais œil, notamment sur la concurrence qu'il peut y avoir pour les joueurs et la capacité d'attirer du monde. Et puis surtout sur les zones géographiques, c'est-à-dire que du côté de Seattle, tu vas avoir Portland, et du côté de Vegas, tu vas avoir une ville qui prend une grosse partie tu vas avoir une ville qui va prendre une majeure partie, pas des fans, mais on va dire de la couverture médiatique. Donc attention aussi, comme tu l'as dit, de dire il y a peut-être des franchises qui vont être contre, mais je pense que globalement c'est dans les cartons, je pense. À voir si ce sera fait avant la fin du CBA actuel. On sait que Adam Silver a parlé 2-3 fois sur ça. Il avait pas l'air d'être très très chaud sur faire une draft expansion sous le CBA actuel, sauf que le CBA actuel, il va jusqu'en 2029, il me semble. Donc il y a encore du temps si ça doit se faire sous un autre CBA. Et sur l'aspect fun, moi j'avoue que ça m'intrigue un peu, notamment de savoir quel sera l'état de la ligue à ce moment-là. Donc tu l'as dit, Constant, normalement tu rajoutes des équipes, tu lisses le niveau moyen, mais du coup a priori
une fois qu'on saura quels contrats seront sécurisés par telle équipe, qui sera justement le meilleur joueur des restants, qui va se refaire une santé, une carrière à la Gerald Wallace à l'époque, donc des Bobcats. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très amusant. J'espère qu'on sera là pour en parler, pour faire peut-être un podcast d'anticipation, parce qu'à 2 équipes, en plus, c'est pas pareil qu'à une seule équipe. Il y a un petit jeu qui va se faire. Il y aura une concurrence, il y aura de la stratégie. Ils vont devoir faire une redraft un peu NBA avec des contraintes un peu plus sévères que la nôtre de cet été. Donc voilà, si on met de côté les problématiques d'organisation de la NBA d'un point de vue observateur, fan, commentateur de la NBA, moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'amuse plus qu'autre chose. Et puis le retour potentiel, désolé évidemment, alors j'allais dire aux fans du Thunder, mais je pense pas que ça vous pose un grand problème, mais le retour de Seattle quand même, ça fera plaisir aux vieux, les vieux comme moi, ils seront contents de retrouver Seattle, si on espère quand même ils gardent la DA, le nom et tout ça, ils récupéreront aussi. Ils récupèrent leur titre, ils récupèrent leur histoire, les maillots retirés, ils récupèrent tout. Non mais moi j'ai toujours dit que j'étais pour le retour de Seattle. En plus, ça fait une rivalité toute faite. Parce que la NBA n'arrive pas à créer de rivalité entre équipes, donc ça fait une rivalité toute faite entre 2 équipes. Et puis comme ils seront une équipe en expansion pendant que OKC sera une équipe contender, ça fera une bonne volée sur TNT, ESPN ou NBC. Donc moi je veux pas cracher dessus, pas de problème. Non, je plaisante. Mais oui, par contre, je maintiens que le retour des Sonics, moi, je suis pour. Je suis bien plus pour un retour des Sonics que Las Vegas, quand bien même économiquement, on sait très bien pourquoi la finale de In-Season Tournament et les demi se déroulent à Vegas. On sait pourquoi la Summer League se déroule à Vegas. Enfin voilà, il y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère à faire. Avançons. Justement, vous avez commencé un peu à en parler, puis ça rejoint un peu cette histoire d'expansion. C'est une question, justement, on va y arriver. Une question de Logan, notamment du roster, mais de Podsers aussi, Logan W, qui nous demande si on avait l'opportunité de choisir un poste dans un front office, alors le poste de notre choix, dans n'importe quelle équipe, sauf l'équipe de votre cœur. Constant, donc exclu OKC. Tom, tu n'as pas le droit à Memphis et je n'ai pas le droit à Chicago. Alors si vous avez le choix d'un poste dans un front office, en tout cas là qui vous intéresserait, lequel et pourquoi, où vous aimeriez avoir un peu de boulot, où est-ce que ça vous exciterait, si vous avez assez de marge de manœuvre aussi, j'imagine que c'est un critère. Tom, je me tourne vers toi pour démarrer. Tu aimerais être où? Je sais pas, je pense peut-être capologiste aux Clippers, puisqu'il y a des fonds illimités aux Clippers, puisqu'il y a des fonds illimités avec Balmer. Donc ouais, je dirais capologiste. Sont-ils si limités que ça? Oui, je pense que faut faire juste redescendre là, ils vont faire peut-être 2 ans sous la taxe pour justement faire redescendre la repeater tax, et après quand il y aura une autre opportunité, il va repayer. Alors, c'est là où Tom se dit capologiste, et on voit l'humilité de Tom capologiste. Moi je dis GM, moi vous me mettez GM direct, la question se pose pas. Franchement, du coup ça m'évite de prendre la place de Sam Presti, donc ça va. Franchement, dans quel front office j'irais être GM? J'hésite entre Utah, parce que ce que fait Daniel, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Mais on aura l'occasion d'en parler lors des previews, je pense. Ou alors, franchement, je vais être GM des Spurs, en vrai. Je vais aller Victor, là, vas-y. Bon, je vais me faire mousser parce que j'ai réussi à bien entourer Victor Wembanyama, qui est pas un truc extrêmement difficile à faire. Non, GM, ça c'est sûr, parce que je veux avoir un maximum de décisions. Après, je pense qu'il y a une destination qui pourrait être intéressante en tant que GM, et du coup, ça rejoint, ça va dans le sens de Tom, c'est Memphis. Moi, je pense que être GM de Memphis, alors tu dois avoir une contrainte, c'est qu'il faut pas trop dépasser soit la luxury tax, soit la première à prendre. Mais je trouve que tu as quand même moyen de moyenner, et puis tu as toujours toutes tes pics de draft à disposition. Donc non, je pense que GM du côté de Memphis, moi ça pourrait bien me botter. Mais sinon, je vais à Utah pour dire Daniel, même si c'est pas lui le GM officiellement, c'est le président des opérations basket, où j'ai plus le titre exact de Daniel, on sait que c'est lui qui gère l'opérationnel. De dire là c'était bien gentil, mais ça commence à devenir un petit peu pas bizarre, mais voilà, je trouve que la reconstruction du Jazz est assez incohérente et commence à empiler beaucoup de jeunes, ou alors beaucoup de joueurs de plafond qui commencent à se retrouver avec un salaire un peu trop élevé. Ouais, j'avais aussi 2-3 pistes. Alors évidemment, j'ai mis Spurs tout de suite, parce que vous l'avez vu, en tout cas pour ceux qui ont suivi la draft. Alors moi, construire un effectif autour de Victor, voilà,
Ça m'amuserait beaucoup. Puis je pense que c'est plus simple. Enfin, dans tous ceux dont on parle, enfin, ce qu'on peut envisager, je pense que c'est le poste le plus safe. T'es a priori tranquille déjà tout le temps du contrat rookie de Victor. Après, on va commencer à te demander des comptes, mais ça doit pas être trop compliqué d'attirer du monde. Bref, je pense que c'est le fauteuil le plus confortable. Après, si on est en vraie reconstruction / destruction d'effectifs, du chantier avec des choses à faire, je trouve que à Portland, ça peut être rigolo. Il va falloir se débarrasser du problème Ayton, mais comme tu l'as dit en plus, oui, mais comme tu as dit, il y a du Shedon Sharpe. Enfin, voilà, il y a pas mal de jeunes joueurs aussi que tu as envie de voir, les Fernie Simmons, les Scoot Anderson, bien entendu. Voilà, il y a de la matière à faire, donc je pense que c'est intéressant. Et sinon, alors là, c'est peut-être un peu une réponse semi-troll à dire ça, mais comme ça, je vais aux Hornets et je vire le joueur dont il ne faut pas voilà, citer le nom. Hop, exactement. Au revoir. Je vire Miles Bridges. Et j'engage un infirmier qui est présent H24, 7 jours sur 7 à côté de Mark Williams. C'est-à-dire que je prends vraiment un truc pour que Mark Williams, il soit tout le temps bien traité. Limite, j'amène un infirmier pour qu'il lui fasse les massages lorsqu'il sort durant les matchs. Mais vraiment, je fais tout pour garder la santé de Mark Williams et j'engage un spécialiste des chevilles pour la Melo Ball. Ça y est, il va enfin jouer avec de la protection là pour ses chevilles qui sont malheureusement pour la famille Ball, ils ont les chevilles un peu pourries. Mais voilà, je pense que voilà, je fais une refonte complète de l'infirmerie du côté des Hornets. Voilà, voilà, il y a plein de programmes alléchants, voilà, grâce à ça. Puis justement, dans cette idée qu'on soit capologiste, tel Tom ou GM, une question qui parle à tout le monde, question de French Pelicans, qui nous dit en plus, vu que vous avez des spécialistes du cap, alors Constant, tu es officiellement Padawan après le podcast il y a 2-3 semaines maintenant. Smith, voilà, tu es J.R. Smith, on a J.R. Smith et LeBron James. Alors pour vous, alors il y a plusieurs critères, plusieurs façons aussi de prendre cette question, mais quels sont pour vous les 3 pires contrats en NBA, donc pour la saison qui arrive, j'imagine, bien entendu. Tom, une nouvelle fois, on parle cap, je me tourne vers toi, je suis obligé, c'est contractuel, justement. Je dirais déjà en premier lieu Bradley Beal, puisque le contrat est énorme et il y a la no trade clause, donc c'est un contrat qui va être difficile à renvoyer ailleurs. En tout cas, il va falloir que le joueur coopère. Là, pour pas mal d'autres contrats en NBA, c'est pas le cas. Il peut se poser potentiellement la question de Zach LaVine, puisqu'on a vu que pas mal d'équipes n'en voulaient pas, ou du moins les équipes ne sont pas prêtes à donner des assets pour lui. Et l'autre, je dirais Ben Simmons, puisque c'est un joueur qui, aujourd'hui en tout cas, c'est un joueur qui vaut peut-être même pas 10 millions et qui est payé presque 4 fois plus, quoi. Bon, voilà, trois cas un peu différents. Constant, est-ce que t'en as d'autres? En fait, le truc, c'est que moi, j'avais pensé à Ben Simmons, mais c'est un peu trop facile de prendre les joueurs qui sont tout le temps blessés. Surtout que Ben Simmons, il reste entre guillemets 1 an de contrat. Donc, on va dire que c'est pas... allez. Parce que sinon, oui, on peut dire Ben Simmons, on peut dire Lonzo Ball. Bah forcément, c'est des joueurs qui sont parmi les pires contrats puisqu'ils sont jamais là de toute façon. Donc, c'est littéralement... c'est du dead cap, mais sur des joueurs qui n'ont pas été coupés. Donc, forcément, c'est un peu difficile. Mais voilà, on va partir sur des contrats qui sont très élevés. Moi, j'avais quelques noms. J'avais Kyle Kuzma, j'avais Nikola Vucevic. Voilà, c'est des contrats qui... moi, c'est pas les pires parce que les contrats sont faibles. Mais par contre, pour les qualités du joueur, on va dire que c'est des contrats qui me font un petit peu tiquer. Le contrat d'Emmanuel Quickley me fait lever un sourcil aussi très fort. Mais voilà, je pense que Bradley Beal est quand même le 4e plus gros salaire de NBA cette saison. 4e plus gros salaire de NBA cette saison. Bradley Beal. Avec une autre clause. Et le contrat, il a pas été signé il y a 4 ans comme Ben Simmons où il était au NBA. Il a été signé il y a 2 ans, le contrat de Bradley Beal. Après, moi, je suis désolé, Adrien, mais le contrat de Zach LaVine, moi, il me fait très peur, t'as un joueur qui est assez souvent blessé, il reste 3 ans à 35% du cap, non, à 30% du cap. Il reste 3 ans. Bon, c'est des contrats que je trouve assez difficilement bougeables. Et même pour un joueur qui, potentiellement, lorsqu'il est sur pied, c'est positif. Par contre, il est souvent blessé et comme l'a dit Tom, et comme on avait dit dans le podcast CBA, c'est des joueurs qui potentiellement sont difficiles à trader parce que les équipes n'ont pas vraiment envie d'échanger pour eux. Parce que leur salaire est trop important, mais sinon en vrai domination, dominaton, je suis désolé, mais 25% du cap aussi, là c'est quand même il reste encore 1 an de contrat, mais le contrat de DeAndre Ayton est quand même bien élevé pour son rendement, on va dire.
Ouais, Cool. je vous entends tout à fait sur Zach LaVine. Je pense que évidemment, ça fait partie des contrats qui posent question. Mais après, bon, c'est potentiellement un biais de supporter des Bulls. Mais je pense que c'est la perception qu'on a de son contrat est corrélée à sa production. Alors évidemment, il y a la question blessure, comme tu l'as dit, qu'on peut pas évacuer, mais qui va être difficile à évaluer. Mais il suffit d'une une bonne partie de saison, quelques matchs très bons de Zach LaVine et sa cote remonte et on le retrouvera son nom quoi qu'il arrive. Il fait encore quand même partie, je pense, des joueurs dont le profil va être cité en les contenders un peu en galère qui disent il nous faut un scoreur, pour ne pas citer les Lakers, mais n'importe quel profil d'équipe. Non, mais sur ces dernières années, je te dis pas qu'ils vont pouvoir le faire là pour Zach LaVine, c'est ce profil d'équipe où c'est le type de nom qui revient tout le temps, comme Bradley Beal a fini par trouver un point de chute du côté des Suns alors que le contrat était déjà compliqué. Du côté des Wizards. Donc il y a évidemment ces deux-là. Du côté rapport à la production qualité-prix, il reste Tobias Harris qui est toujours NBA, mais bon, le contrat se finit dans plus si longtemps en 2026. Il vient de le signer. Il vient de signer à Détroit, ouais. Ouais, mais c'est du 20, c'est du, ouais, c'est 26 millions, 26 millions. Ouais. Bon, voilà. Rapport qualité-prix, pas dingue. Après, l'extension de Lauri Markkanen. Aïe aïe. Ouais. Quand je parlais de Utah, quand je parlais d'être GM de Utah, l'extension de Lauri Markkanen, là, aïe. Alors que justement, lui, sa cote était au plus haut. Bien sûr, mais pourquoi sa cote était au plus haut? Parce qu'il touchait 18 millions. Là, quand il va prendre 26% du cap pendant les 4 prochaines années, pour un joueur qui est avant tout un finisseur, bon, moi, ça me fait poser des questions. Rétention de valeur, bien sûr, mais on va dire sur si on prend juste le simple apport du joueur et la simple valeur terrain du joueur, moi aussi, moi, ça me fait lever un sourcil. Ouais, et autre joueur où tu as utilisé la même formule de levage de sourcil, Emmanuel Quickley, moi j'avais noté aussi, parce qu'Emmanuel Quickley, j'ai un peu des doutes sur le profil. J'entends, les Toronto l'aimait beaucoup. Après voilà, il y a un long contrat. L'avantage, c'est qu'il est stable jusqu'en 2030. Il n'y a pas d'évolution du contrat, mais on parlait des joueurs qui auraient besoin d'une breakout season. Je pense qu'Emmanuel Quickley, son contrat, il nécessite qu'il monte des choses supplémentaires par rapport au profil qu'il a actuellement. Donc voilà, le citer parmi les pires contrats, c'est peut-être un peu sévère, je le cache pas, mais c'est vrai que voilà, c'est les contrats qui font lever les sourcils. Je trouve que l'expression elle est bien constante. Bah, il y en a deux autres. Alors Jordan Poole, Jordan Poole par rapport à ce qui était attendu de lui, en tout cas entre le moment, le joueur qu'il était au moment où il a signé le contrat, et le joueur qu'il est aujourd'hui, c'est plus exactement le même joueur, et je pense que c'est plus un joueur qui est sur ce type de contrat là. Donc il y a pas mal d'argent qui est entre guillemets perdu par rapport à sa valeur, qui est sous sa valeur, il est largement payé en dessous de la valeur qu'il produit aujourd'hui. Alors je sais pas ce qui se passe au niveau hors terrain, peut-être que c'est un joueur qui encadre, qui connaît la route, puisqu'il a gagné entre guillemets le titre, et ça peut vouloir ça pour la formation des jeunes, mais non, moi je suis plutôt dubitatif par rapport à ça. Et sinon l'autre joueur, alors c'est un contrat qui est léger, mais qui pour cette équipe là est une vraie épée de Damoclès. On va parler de Zeke Nnaji, 32 millions sur 4 ans pour quelqu'un qui a du mal à être pivot backup, c'est assez compliqué. Alors oui, rétention de valeur, c'est un contrat qui peut être échangé, justement, qui peut servir de salary match pour récupérer un autre joueur. Mais si par exemple il était à 5 millions par an, on aurait peut-être pu garder KCP. D'accord. Oui, c'est surtout la conséquence, oui, peut-être qui est peut-être pire que le contrat en lui-même. Du coup, enchaînons. Il nous reste quelques questions encore. Ça fera un long podcast, mais c'est aussi le plaisir des foires aux questions. Il nous reste quelques-unes, pas tant que ça finalement. On va arriver au bout. Alors, question de The Wash maintenant. The Wash qui nous demande, est-ce que selon vous, donc, le niveau de l'Ouest est plus fort qu'avant ou simplement plus homogène? Je me tourne donc vers toi, Constant, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses du niveau de l'Ouest en NBA en 2024? Dire qu'il est plus fort qu'avant, c'est difficile quand on connaît les historiques de la conférence Ouest quand même. Historique récent. Même ancien, en soi. Oui, c'est vrai. tu prends il y a 15 ans, le 8e c'est OKC et le 8e est à 50 wins. Donc globalement, l'Ouest est un poil fort. Je pense que on en avait parlé, je sais plus dans quel épisode, j'avoue, il est tard, je confonds les épisodes, mais on avait dit que la 2022-2023 était un petit peu une anomalie dans la force de la conférence Ouest. C'est-à-dire que c'était une année où il y avait beaucoup d'équipes qui avaient sous-performé, que ce soit les Warriors, que ce soit les Lakers, que ce soit les Clippers, que ce soit les Suns, beaucoup d'équipes avaient été un petit peu en sous-régime, et là, sur la 2023-2024, on avait eu une saison, on va dire, t'avais beaucoup d'équipes qui étaient soit à leur niveau, soit en surperformé,
typiquement des équipes comme OKC, des équipes comme Minnesota. Finalement, il y a que Memphis qui a, même une équipe comme Houston, largement surperformé par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir sur leurs résultats. Finalement, il y a que Memphis à cause des blessures qui a réellement sous-performé, et peut-être Sacramento, même si finalement ils ont gagné autant de matchs, quasiment autant de matchs sur la 2023-2024 que la 2022-2023. Je pense que non, la conférence Ouest va être encore de très grande qualité la saison prochaine, parce que tu as potentiellement 11 voire 12 équipes qui peuvent prétendre à une place pour play-in et qui vont vraiment jouer quelque chose. Tu as finalement assez peu d'équipes qui sont purement axées sur le tanking, peut-être Portland, peut-être Utah, à voir comment ça va se passer. Mais je vois pas San Antonio, par exemple, être dans une optique de reconstruction ou vraiment de tanking très assumé. Je pense qu'ils seront bien meilleurs que ce qu'ils étaient l'an passé. Mais voilà, me dire peut-être plus homogène, parce que si on regarde finalement les grandes années de la conférence Ouest, t'avais un niveau qui était homogène, mais t'avais toujours une équipe qui semblait être au-dessus du lot. C'est-à-dire que si vous regardez dans les années 2000, la conférence Ouest est une jungle, mais il y a toujours un Phoenix qui a plus de 60 wins. Il y a toujours un Dallas qui a plus de 60 wins. Il y a toujours un Lakers avec Kobe qui a plus de 60 wins. Là, je pense que ça va être difficile. Ça va être vraiment très difficile de voir une équipe, que ce soit Denver, que ce soit Dallas, que ce soit OKC, que ce soit Minnesota, parvenir à atteindre ces 60 wins. Donc, pas plus fort, non, plus homogène, certainement. Tom, je me tourne aussi vers toi, parce que l'homogénéité, c'est vrai que tu l'as dit, Constant, ça a toujours été plus ou moins homogène. C'est qu'il y avait une ou deux équipes qui sortaient nettement la tête de l'eau, mais derrière, c'était toujours, c'était toujours vraiment la guerre. Donc Tom, comment est-ce que tu vois, toi, l'Ouest de 2024 ? En fait, c'est une conférence qui est assez, qui est très dense, hein. Effectivement, on parle de densité. Et c'est vrai que le bas de l'Ouest semble bien meilleur que le bas de l'Est. Et même et par contre, après, c'est vrai que quand on prend au niveau des favoris au titre, peut-être qu'il y a que Boston qui est un clair favori avant peut-être 3 ou 4 équipes de l'Ouest. Donc c'est vrai que voilà, je pense que voilà, la conférence est un petit peu plus dense. Il y a aussi un paramètre qui est assez intéressant, qui peut expliquer ça, hein. C'est que déjà au niveau des talents, globalement, quand vous regardez la photo du All-Star Game de l'équipe de l'Est et la photo du All-Star Game de l'équipe de l'Ouest, c'est pas la même chose. Quand vous regardez aussi on salue quel Corber qui est parti à les DH20. Quand vous regardez les DH20, regardez les DH20. Les DH20, voilà, c'est ça. Ça se dépeuple beaucoup dans la conférence. Enfin, les joueurs de la conférence S se dépeuplent beaucoup à partir du moment où on remonte à la 15e place. Exactement. Et autre chose par rapport à ça, c'est qu'on est dans une période assez, en tout cas pour moi, qui est assez inédite en NBA, c'est-à-dire que on a des joueurs qui sont draftés dans les années 2000 qui sont encore bons, on a des joueurs qui sont dans les années 2010 qui sont aussi bons, et ceux qui sont draftés début des années 2020 commencent à entrer dans leur prime. Donc on a 3 grosses générations avec des figures, des têtes de proue dans les différentes générations, où, par exemple, tu peux avoir, tu vas avoir LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, par exemple, qui sont tous les 3 dans une franchise différente. Tu vas avoir après, si on prend les joueurs des années plutôt 2010, tu vas avoir, du Devin Booker qui est encore présent. Tu vas avoir Butler, Kawhi, Karl Anthony Towns, ces gars qui sont encore présents. Et ensuite, dans la conférence, tu as les nouveaux projets, entre guillemets, hein. Même, tu vois, on l'a pas cité, mais tu vois, Luka Doncic, à la fin des années 2000, c'est fin des années 2010, Luka Doncic, 2018, comme chez, pareil, tu vois, comme chez qui est là aussi. T'as Ja Morant, Zion Williamson, et après, tu commences à avoir déjà tu vois, les Anthony Edwards, qui a déjà une équipe qui est assez compétitive et tout ça. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins, et on se rend compte aussi que, toutes les drafts où les meilleurs prospects sont partis à l'Ouest, là, ça commence aussi à porter ses fruits. Ouais, puis de toute façon, hormis, parce que je vous rejoins bien sûr, mais même hormis le très haut niveau, les contenders, vous disiez, où il y a vraiment un penchant, si on parle juste d'équipe côté Ouest, de manière générale, la Ligue a quand même tendance à s'homogénéiser en termes de niveau. Le niveau plancher, il est assez haut dans la Ligue, ça joue de mieux en mieux, ça joue alors modulo les équipes qui tankent, hein, bien entendu, comme d'habitude, mais l'équipe, le niveau de basketball proposé en NBA a tendance à être de plus en plus homogène. Donc effectivement, l'Ouest est aussi très très dense et c'est difficile de se dégager. Je pense qu'on en reparlera une nouvelle fois avec les previews, de dégager quels seront les clairs favoris.
Mais continuons du coup avec cette FAQ, il nous reste encore quelques-unes et parlons évolution du jeu en NBA avec 2 questions, une de Greg de Valley Hoop, une autre de Quentin, Spot of the Year, qui nous demande si vous pouviez, donc Greg demande si vous pouviez intégrer une règle FIBA dans le basket NBA. Laquelle? Et Quentin, lui, une règle que vous aimiez ajouter, une que vous aimeriez enlever. Constant, vu qu'on a la même idée sur la première règle FIBA à mettre en place, je te donne la parole, vas-y. Alors, la règle FIBA que que je voudrais implémenter, c'est moins de temps mort. La règle que je voudrais ajouter, c'est moins de temps mort. Et la règle que je voudrais enlever, c'est 7 temps morts. Voilà. Moi, je suis très content des règles actuelles en NBA. C'est-à-dire que, moi, je déteste les 3 secondes défensives. Enfin, l'absence de 3 secondes défensives, vraiment, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est beaucoup trop avantagé les intérieurs. Et il y a plein de gens qui sont beaucoup mieux calés sur ce sujet-là, mais je trouve que c'est un avantage bien trop important pour les intérieurs que propose le jeu FIBA, où tu n'as pas les 3 secondes défensives. Donc voilà, je trouve que ça réduit la géométrie du parquet. Donc voilà, moi j'aime bien les lignes de drive grandes ouvertes. Ça désavantage un petit peu les pivots, mais bon, ils se rattrapent sur d'autres catégories ou sur d'autres avantages, on va dire. Donc moi, au niveau des règles, ça va, hein. Même que ce soit la règle là où tu peux faire du volleyball, où il n'y a pas les goaltending, enfin où tu peux faire un petit peu le nettoyage au-dessus de l'arceau, ça j'aime pas non plus cette règle-là. Donc moi je suis très axé NBA, hein, de toute façon, je l'ai dit, et ça c'est un reproche qui est fait, on va dire potentiellement aux gens de ma génération, c'est qu'on est plus des fans NBA que réellement des fans de basket, en tout cas moi de mon côté. Donc moi les règles NBA, je les trouve très bien. Le seul truc qui me saoule, c'est le nombre de temps morts astronomiques qu'on se bouffe en NBA. Et j'avais déjà parlé de ça il y a un an. Franchement, 2 temps morts par mi-temps. Voilà, donc ça fait 4 temps morts. Ça fait déjà 8 temps morts sur un match, c'est déjà pas mal. Et j'en rajoute un qui est utilisable seulement dans les 3 dernières minutes. Ça fait 10 temps morts, ça va plus vite. Franchement, la NBA, c'est un truc que je ne comprends pas, c'est que la NBA passe son temps à dire oui, le jeu faut que ça aille plus vite. Oui, les reviews quand il reste moins de 2 minutes, elles sont plus automatiques. Oui, machin, 8 trucs, oui, bidule, les delay of game, etc. Pour te foutre 14 temps morts par match qui durent entre 2 minutes 30 en saison régulière jusqu'à 3 minutes 25 lors des playoffs. Donc, non, moi, vraiment, je trouve que les règles NBA sont acceptables, entre guillemets. Même tous les trucs que j'ai vus je m'étale un petit peu sur le propos, mais c'est un propos qui me tient à cœur. On sent que ça te tient à cœur. Bien sûr, mais c'est un propos qui me tient à cœur. Mais tout ce qu'il y a eu sur la façon dont les attaquants sont arbitrés en basket FIBA, tout le débat qu'il peut y avoir sur faut-il faire revenir le hip check. Si tu fais revenir le hip check, en fait, t'as des attaquants qui sont trop doués, donc qui vont pouvoir en profiter malgré tout. Donc t'auras encore plus de lancers. Donc voilà. Au niveau de l'arbitrage des règles, moi je suis satisfait de ce qu'il y a eu à partir post-All-Star Break en NBA, ce qu'on a un petit peu souligné, où il y a eu beaucoup moins de fautes sifflées. Par contre, juste réduisez les temps morts, ça manquera à personne, ça fera juste un peu de trou dans votre maille financière, mais je pense même qu'avec des matchs plus courts, tu pourrais peut-être récupérer avec une plus grosse audience. Alors, j'ai fini mon blabla, mais moins de temps mort, s'il vous plaît. Pitié. Et tu penses pas assez à la pub, Constant. Il nous faut des pages de pub. Oui. Mais je suis bien d'accord avec toi. Tom, est-ce que tu as toi des règles que t'aimerais ajouter ou enlever dans le paysage NBA? Potentiellement peut-être le côté nettoyage du cercle, hein, si on prend la première, même si bon, la NBA se porte très bien comme ça, mais c'est vrai que ça apporte un petit quelque chose de supplémentaire, je trouve, la possibilité de pouvoir nettoyer le cercle, notamment pour quand il y a des ballons qui traînent un peu au-dessus de l'arceau. On te salue, Kawhi. Il y a aussi comme règle que je trouve tu vois, comme ça on a parlé un peu le delay of game, quoi, soit quand ton maillot est détaché, quand tu refais la passe à l'arbitre, je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir ça. Enfin c'est pas c'est vraiment pas nécessaire. Oui. Et on peut s'en passer. Parmi les règles que je pense qui serait peut-être sympa de modifier, je pense déjà la consistance sur la landing zone, sur la zone à 2 points. C'est-à-dire que quand les mecs prennent des flotteurs et se font découper en bas, c'est pas grave, mais sur le shooter à 3 points, il y a 3 lancers. Donc j'aimerais bien que ce soit logique que la règle qui soit appliquée au-delà de la ligne à 3 points soit la même à l'intérieur de l'arc. Et sinon, l'autre chose, c'est au niveau des charges. Par exemple, quand le joueur est en l'air, faut pas faire de charge, quoi. Quand le joueur est déjà en l'air, tu vois, les charges, les passages en force sur, par exemple, les dangers, quoi. Les prises au poste, tu vois, les passages en force sur les prises de position au poste où le gars, il met un coup de fesse dans le torse ou quelque chose comme ça, ou il met un coup de coude, ok.
mais tu vois, quand le joueur est en l'air, tu vois, on a vu, tu vois, Julius Randle, il s'est fait l'épaule par rapport à ça. Jamorant aussi, s'est déjà pété des trucs par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est dommage puisque il y a des joueurs qui se blessent, pour des actions comme ça qui n'ont pas forcément, qui sont pas nécessaires forcément. Oui, c'est dangereux et c'est pas nécessaire, on peut s'en passer. Enlève-toi, tu prends pas le poster, en plus, tu seras très heureux. Bon, je suis d'accord avec vous, évidemment, l'accélération du jeu, en première chose, moins de temps mort, les reviews, et les questions autour des challenges aussi, je sais pas si, voilà. Moi, j'aime bien les challenges, mais faut se calmer, faut tout accélérer. Les reviews, je suis désolé, elles prennent trop de temps. T'as des reviews. On a des matchs où les 3 dernières minutes durent une demi-heure, 3/4 d'heure, il est 6h du mat en plus en France. Épargnez-nous. Même sur les challenges, t'as des moments où ESPN, ils peuvent partir en pub sur un temps mort qui dure 3 minutes, ils reviennent et le challenge est toujours pas fini d'être review. Donc vous mettez un camion de VAR, en plus ils en ont un. Ou alors vous faites un truc où ça joue, genre t'as un challenge, du côté, ils sont dans le New Jersey, j'ai plus la ville exacte, ils revoient dans le camion, ça joue, et après t'as l'info qui repasse, je sais pas où. Et c'est essayer d'accélérer le jeu, parce que les reviews, elles prennent 40 minutes, et en NFL, c'est pareil, c'est un truc des sports américains. Quand ils font des reviews, faut que ça dure 15 bornes. Donc moi, vraiment, c'est l'accélération du jeu, et j'enlèverais, c'est une règle juste pour déconner, c'est vous avez pas le droit de rester plus de 5 secondes dans le panier, c'est un peu la Barclays Rule. Moi, je veux voir des possessions de 15 secondes où c'est du post-up de Joel Embiid ou de Nikola Jokic. Je pense que ce serait extrêmement rigolo. Ouais, bien sûr. Mais pour revenir du coup, oui, bon, voilà, il y a l'accélération, je suis bien d'accord, parce que voilà, que ça dure moins longtemps, et cette question de cohérence de l'arbitrage. Tu l'as un peu dit, Tom, mais je trouve que voilà, il y a plein de manières de siffler où les directives sont pas claires en NBA. Tu sens que des fois, il y a une nouvelle directive pendant une semaine, on va moins siffler telle ou telle chose, puis après on va siffler d'autres de temps en temps. Les marchés de départ, par exemple. Personne n'a jamais compris quand est-ce qu'un marché de départ était sifflé en NBA. C'est totalement aléatoire. C'est vraiment, des fois, un marché de départ sur un mec qui remonte la balle dans sa propre partie de terrain. On comprend rien. Voilà, il y a une question de cohérence de cet arbitrage. Il faudrait que les règles soient peut-être un peu plus définies. Et en tant que vieux con, justement, tu parlais du pas zéro constant, j'y arrive. En tant que vieux con qui a appris le basket FIBA, j'avoue que déjà qu'il y a les avantages de Star Falls. On a parlé du check. Voilà, je comprends l'avantage aux attaquants. Le gather step. Le fameux gather step. Il y a des façons de l'exploiter. En fait, la règle est pas mauvaise en elle-même, j'entends tout à fait, et c'est vrai que savoir l'exploiter, c'est devenu un skill set, notamment, un skill exploité notamment par James Harden de manière exacerbée. Mais j'avoue, des fois, voilà. Mais ça fait un peu tiquer. Et je trouve que parfois cette règle-là est un peu unfair, pas très juste avec le défenseur, puisque c'est beaucoup trop simple de faire 1, 2. De faire la feinte de monter. Si le défenseur ne monte pas, tu termines. Si le défenseur il monte, tu fais un troisième pas. C'est presque ça. Disons que ça donne beaucoup d'avantages à l'attaquant. Et j'entends, et la NBA de toute façon est une ligue d'attaque. Mais voilà, en tant que un peu vieux con, de temps en temps, cette règle-là peut me faire tiquer. Je cache pas. Voilà, je râle dans ma barbe, mais je ne sais pas si je l'enlèverais vraiment si c'était le cas. Voilà, si je vais en citer une, quoi. Où va? Il y a d'autres règles ou c'est bon, on a assez, voilà, chacun sorti ce qui nous gênait en ce moment. Les temps morts qui peuvent pas être pris par les joueurs, comme par les coachs. Moi, je reste que sur. Non, mais après, il y a des trucs où. Et puis après, quand il y a plus de temps mort, normalement, mais bon, bref. c'est lancer plus la balle. On salue. David Blatt. David Blatt. Non, mais après, il y a des trucs où, voilà, je trouve que globalement tout ce qui a été fait au niveau on parle forcément l'arbitrage est un gros débat, mais tout ce qui a été fait post-Star Break, moi je trouve que c'est assez satisfaisant. Après, au niveau de l'incohérence de protéger le shooter quand il est à 3 points, mais de pouvoir le démonter gratuitement s'il est à 2 points, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Tom. Après, voilà, de toute façon, sur l'arbitrage, il y aura toujours des joueurs qui seront soit suffisamment talentueux au niveau du skill set pour manipuler les angles de sorte à ce que le joueur ne peut pas faire autrement, soit de dégager du passage pour que le panier soit inscrit, soit pour se retrouver dans le mauvais angle pour qu'il y ait des lancers provoqués, soit des joueurs qui sont suffisamment intelligents pour tiens, il y a une nouvelle règle qui est censée avantager les défenseurs, en fait on va la retourner contre les défenseurs pour provoquer des lancers, typiquement rajouter le hip check. Donc non, je pense que de toute façon c'est un skill set de savoir provoquer des fautes et qu'il y aura toujours cette problématique là. Petite coupure, voilà, on va être transparent. C'est la transparence de toute façon cet été chez Dunk Hebdo. On a eu un petit souci de logiciel, mais normalement, vous avez eu la fin de du monologue, du plaidoyer, j'ai envie de dire plutôt de Constant autour. Fibrant. Voilà, c'est ça, autour de l'arbitrage en NBA. Mais justement, on s'approche
de la fin du podcast. Donc on espère pouvoir aller au bout. Il reste deux, trois petites questions. On va essayer de pas perdre de temps. On va parler jeu une nouvelle fois avec une question de Petit Brownie 93 qui nous demande à quoi vous accordez le plus d'importance et de crédit entre les statistiques et le high test. Ça revient un peu sur la question du podcast sur l'efficacité, notamment Tom. Donc je vais me tourner vers toi. Je pense que je vais paraphraser la conclusion que vous avez eue un peu avec Ben, c'est que les stats servent à soit confirmer, soit à remettre du contexte autour de l'high test, mais l'un sans l'autre, finalement, ça a peu d'intérêt. C'est ça, c'est les deux vont ensemble. Après, c'est vrai que en fonction de, tu vois, par exemple, nous on va faire pas mal aussi d'analyses généralistes, c'est-à-dire que, par exemple, Memphis où je regarde tous les matchs, j'aurai déjà de la matière, puisque le high test je le fais en premier et après je vais confirmer pour les stats. Là où par exemple une équipe que je vais regarder moins souvent, j'aurais tendance à regarder un peu les stats entre les deux, tout simplement parce que la vérité d'un match peut être différente de ce que fait le joueur. Tu peux tomber sur une soirée où le joueur il est exceptionnel, tu vas regarder 3-4 matchs où le joueur il est un joueur en question fait par exemple de bonnes performances au scoring où il apporte pas mal, et au final quand tu vas regarder, si tu as pas l'aspect statistique derrière qui va avoir un plus gros échantillon que ce que les yeux ont vu, bah peut-être que tu auras une idée préconçue sur quelque chose que le joueur fait mais que le joueur ne fait pas forcément souvent. Constant, quel est toi ton rapport à tout ça, ouais? De toute façon, je vais faire une réponse entre guillemets de politique, mais l'un ne vaut rien sans l'autre en fait. C'est-à-dire que l'high test sans les stats, c'est pas très intéressant et puis c'est souvent contre-productif. Et les stats sans l'high test, ça vaut pas beaucoup plus. Donc non, l'un va sans l'autre. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Après, encore une fois, comme l'a dit Tom, t'en as un qui, enfin, en fonction des équipes, l'high test peut être prioritaire sur les stats ou inversement. Mais je pense que de toute façon, là, dans la manière qu'on a d'apprécier de la NBA, c'est t'es obligé d'avoir les deux parce que de facto, je sais pas, c'est comme si t'avais j'ai pas de métaphore en tête, mais c'est comme si t'avais Tintin mais que t'avais pas Milou, quoi. T'es obligé d'avoir les deux pour que pour que ça fonctionne au niveau du duo. Donc non, je pense que voilà, ce que tu mets en avant, ce sera, enfin, la stat est là pour confirmer l'high test. Je pense que c'est dans ce sens-là aussi. Oui. Ou alors, si ou jamais, l'infirmer. Voilà, si ça l'infirme, et c'est peut-être même là où c'est le plus intéressant. Mais on va dire que les stats ne doivent rarement ou quasiment jamais de servir un petit peu de boussole. Ça doit être là pour apporter un point que tu vois via l'high test. Donc pour moi, je pense que l'high test est prépondérant. Parce que ensuite t'as les stats, mais voilà, plus dans ce sens-là. Mais je peux comprendre, voilà, du côté de Tom, où tu peux avoir une stat qui peut, on va dire, lancer le visionnage et qui peut être confirmée ensuite à l'high test. Oui, c'est ça, c'est que l'un peut confirmer ou infirmer l'autre aussi. Ça peut aller un peu dans les deux sens. C'est vrai que les stats font l'analyse, enfin l'état des lieux, on va dire. Alors après, sur le temps long, on peut aussi dégager des tendances, hein, bien entendu, c'est l'avantage. Alors avec tous les angles morts que ça peut impliquer, je vous invite une nouvelle fois à aller écouter le podcast sur l'efficacité, l'efficience, le volume, tout ça. Chaque stat peut avoir son petit angle mort si on la prend indépendamment l'une de l'autre. Et l'high test aussi peut aider. Enfin, en tout cas, moi, ça peut être mon rapport à l'high test, à croire ou non en la progression ou en certains joueurs ou en certains profils de joueurs, ou justement en essayant de se dégager du contexte, en le voyant, en se disant, ok, lui, là, les stats vont pas lui faire justice, mais il y a potentiellement des choses à voir. C'est vrai qu'on va toujours avoir un croisement des deux. Alors, bien sûr, après, infirmer, confirmer, est-ce que ça va s'infirmer, se confirmer par les stats et par le futur? Ça, c'est une autre question, quoi. Surtout que l'high test, ça va être compliqué de s'échapper de ses propres biais. Ah, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des tendances qu'on préfère. On va dire quel joueur de fou qui se crée des séparations incroyables pour prendre des tirs de dingue. Et puis après, on va voir qu'il en plante 1 sur 40. Et on se dit, ouais, peut-être pas autant que c'est pas. Ça, c'est comme Thomas, ça. Voilà. Typiquement, Cam Thomas peut amener cette dichotomie. Mais ça rejoint, bon, une nouvelle fois, je renvoie vers ce podcast sur l'efficacité, mais c'est vrai que tous les tirs ne se valent pas. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, selon le profil qu'on cherche à voir, certaines statistiques sont plus ou moins pertinentes. Il faut les croiser entre elles. Bref. Il y a plein de choses à faire. L'avantage qu'on a, c'est qu'on les a, tous ces outils maintenant, en 2024. C'est qu'on peut utiliser les stats, on peut croire son œil, on peut aller confronter aussi son avis à ses collègues de podcast, à écouter d'autres podcasts aussi.
Et oui, je m'en sers pour faire la transition vers la dernière question de cette FAQ. Vous n'avez pas y échappé. Question de Greg de Valiop, une nouvelle fois, tiens, en parlant de podcast, qui nous demande quels sont, et tu l'as évoqué aussi Tom dans la préparation, quels sont vos podcasts basket, mais aussi hors basket préférés. Donc Tom, toi qui es un grand spécialiste d'ailleurs de tout ça, vas-y, cite-nous des noms. Alors j'imagine que tu as beaucoup parlé basket, mais si tu veux aussi aller hors terrain, c'est possible. Alors ouais, sur la partie basket, essentiellement sur les podcasts généralistes, un qui va revenir, je pense souvent parmi nous, ça va être Guillaume le Basket Lab de Guillaume. Je pense qu'on est quasiment tous passés chez lui à un moment donné pour discuter basket. On va avoir Beyond the Hoop de QI Basket, qui a été créé cette année, qui est un podcast hebdomadaire également. Inside the Hoop d'Inside Basket, même s'il est un petit peu moins régulier ces derniers temps, en tout cas pendant les vacances. On aura le CQFR de Rivers qui revient, et le Dream Cash Show de Baptiste et Azad, qui était l'ex NBA Dream Cash Show, qui est renommé Dream Cash Show avec Baptiste et Azad justement. Et sur la partie anglaise, il y aura le Low Post que j'écoute toujours un peu, même si je l'écoute, je suis moins assidu qu'avant dessus, et le NBA Slam and Jam, qui est un podcast avec Andrew Schleck de The Athletic, que j'aime pas mal, Ou en fait c'est un podcast qui sort généralement le samedi matin, où en fait ils le composent en deux parties. Donc la première partie, c'est un sujet vraiment random, c'est-à-dire qu'ils se disent voilà, une idée vraiment de geek NBA, et ils travaillent le sujet pendant peut-être une petite demi-heure, et la deuxième partie, ça va être consacré à une équipe en particulier. Donc voilà pour le français, pour l'anglais. Et puis sur la partie hors basket, j'écoute vraiment peut-être 3 types de podcasts. Il y a Search of Records, qui est un podcast de Google sur les pratiques de référencement naturel, qui m'intéresse. Donc j'écoute pas mal ce type de podcast. J'écoutais un podcast qui s'appelle Légende. Je crois que c'est aussi sur YouTube, où voilà, c'est Guillaume Play qui fait ça, sur des interviews de personnalités, ou pas même, par exemple pour apprendre, pour avoir des anecdotes sur des métiers ou des choses qui se font, tout ça. Donc c'est assez intéressant par rapport à ma curiosité. Et sinon, un autre podcast que j'aime bien, qui s'appelle En face de toi, qui est un podcast vraiment un peu un podcast de couple, où on a un mari et sa femme, en fait, qui échangent sur des sujets de la vie de couple et des relations hommes-femmes. Et ben voilà, ça nous fait pas mal de noms. Constant, est-ce que tu en as d'autres à ajouter? Moi j'aime bien le Game Theory podcast de Sam Veceni, même si j'aime bien quand c'est Sam Veceni tout seul. J'avoue que l'intervenant principal a changé. Il me semble que c'est à l'été 2023. Je suis moins fan du nouvel intervenant. Après, sinon, non, évidemment, Guillaume du Basket Lab qu'on salue, nos amis de QI Basket qu'on salue aussi. Après, au niveau je suis moins assidu, on va dire, dans mon écoute de podcast que ce que pourrait l'être Tom, par exemple. C'est-à-dire que ce soit en quantité ou en assiduité, je suis beaucoup moins un auditeur de podcast que Tom, donc j'en ai moins en tête. Après, au niveau des podcasts hors basket, parce que voilà, sinon il y a le podcast de Ben Taylor, vous avez Done to Dunk, qui pour le coup moi je le trouve intéressant. Non, mais le podcast de Ben Taylor, même si j'ai énormément de griffes envers Ben Taylor, est toujours un minimum intéressant. Le podcast de Nate Duncan et de son acolyte, j'ai oublié. Danny Leroux, voilà, est très intéressant aussi. Même si voilà, certains épisodes sont accessibles uniquement via abonnement, donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, c'est quelques podcasts. Après hors basket, le Floodcast, le seul podcast au monde que j'écoute en vitesse 1.0, voilà. Sinon tout le reste est en accéléré, mais le Floodcast, ça se savoure. Donc voilà, le Floodcast. Il y a les podcasts ciné, j'en écoute quelques-uns, mais encore une fois avec une assiduité extrêmement relative, donc je pourrais pas trop vous conseiller. Pareil, il y a quelques podcasts d'histoire. Il me semble que c'est Paroles d'historien que j'écoute souvent, que j'écoute, on va dire. À peu près régulièrement, qui est assez intéressant, et qui fait souvent d'ailleurs un espèce de lien entre les films historiques et la réalité de la période. Donc je trouve ça assez intéressant, c'est typiquement dans mon domaine. Mais voilà, moi je reste c'est des choix assez classiques, mais le Floodcast, voilà, le Flood. Ouais, alors bon moi basket, je suis comme vous, si je dois y rajouter un nom, j'aime bien le B-Ball Breakdown de temps en temps de Coach Nick.
Nico Salade. Il y a les podcasts de joueurs aussi, j'avoue. Alors, on est sur un autre registre, mais Jeff Teague est quand même un raconteur. Le narrateur. Voilà. De temps en temps, il y a quand même des pépites. Bon, vous pouvez avoir que les extraits, l'ensemble des podcasts de joueurs. Des fois, podcast Pi, ça peut être intéressant avec Paul George. C'est pas mal, ouais. Je trouve que c'est le meilleur du lot. Pour Jeff Teague, allez voir juste les extraits où il raconte des vieilles anecdotes de NBA avec sa façon et son point de vue à lui, en plus d'un joueur qui a eu un vrai rôle en NBA. C'est quand même, c'est assez savoureux. Au-delà de ça, au-delà du basket, et en moi aussi auditeur du Floodcast. Pardon GPT aussi. Alors oui, de ChatGPT. Oui, le nom est extraordinaire. Podcast construit avec ChatGPT qui est très drôle, de Pierre Lapin notamment. Et puis en dehors, un grand classique parmi les classiques, mais il faut citer Affaires sensibles de Fabrice Drouel, bien sûr, de France Inter, pour tout un tas d'histoires. Et aussi quelqu'un que j'ai découvert un peu récemment, qui m'était conseillé par un ami à moi, Simon, que je salue, Grégoire Simpson, qui fait, alors c'est plus une chaîne YouTube, mais comme c'est des vidéos qui durent plus d'1 heure, moi je m'en fais des podcasts audio. C'est de la vulgarisation de sociologie, mais c'est hyper intéressant. Le dernier sujet, c'est autour de Jul. Pourquoi Jul a-t-il été autant détesté? Et ça parle, c'est d'un point de vue sociologique, donc de point de vue de classe. C'est super intéressant, c'est de la vulgarisation bien faite. Mon ami Simon qui me l'a conseillé, docteur en sociologie, donc ça vous garantit, au moins scientifiquement, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ça me permet d'en citer un autre. Est-ce que vous avez encore un autre nom à glisser, ou est-ce qu'on arrive au bout du podcast? L'Afterfood, bien sûr. Bien sûr. Très grand. Le Moscato Show, bien sûr. Très grand. Non, mais bien sûr. Non, mais moi je citerai un truc. Alors, ça sort complètement de derrière Fuego. En plus, le podcast n'est plus du tout fait actuellement. Mais moi, il y avait un truc. Alors, ça va faire sourire certains, mais c'était un podcast qui s'appelait La fabuleuse histoire du catch américain. Et oui, j'aime bien le catch. Et je pense que une bonne partie, on va dire, de la construction de mon discours et de mon phrasé en podcast vient de ce podcast-là. Donc, on va dire que pour citer pas mes références, mais on va dire pour citer ce qui a pu directement ou indirectement m'inspirer, fabuleuse histoire du catch américain dans les expressions, dans le ton employé pour parler sérieusement, enfin pour parler de trucs sérieux, mais assez peu sérieusement. C'est un truc, qui m'a beaucoup inspiré, on va dire. Tom, tu veux en rajouter un? On est bon. Simplement dire que pour ne fâcher personne, entre guillemets, pour les podcasts basket, on a choisi vraiment les podcasts généralistes, puisque on a les podcasts de franchise pour chaque équipe qu'on écoute également. Pour Greg de Valley, qui connaît le podcast, et le réseau Lockdown aussi, qui a été fondé par David Locke. Locked On, d'accord, pour le jeu de mots entre Lockdown, donc focus entre guillemets sur chaque équipe, et Lockdown parce que c'est David Locke qui l'a créé. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis sinon, je pense que c'est un bon tour. Peut-être les podcasts de Blast, même si peut-être que ça fait politiser de parler de Blast, mais les podcasts de Blast des fois j'écoute, c'est pas mal. Bon, on est plus. On n'a pas dit les podcasts. On n'a pas dit les podcasts de Bill Simmons là où il fait des divagations pendant 140 minutes sur des trucs complètement random. Ça on l'a pas dit. C'est vrai qu'il y a ça. Mais d'ailleurs, on est un peu les professionnels. On aura fait une longue FAQ. Donc voilà, on va conclure avec tout un tas de suggestions. Si ça vous intéresse d'aller en écouter d'autres, bien sûr. Et on salue toute la sphère, comme tu l'as dit, Tom, toute la sphère du podcast français autour du basket. Même si on peut pas écouter tout le monde. Enfin, je sais pas, Tom, toi, tu y arrives presque. Mais de temps en temps, c'est toujours intéressant. Et puis ça fait une plus grande offre pour les auditeurs, les auditrices, amateurs de basket en France. Donc merci déjà à tous et toutes ceux et celles qui nous ont posé des questions pour cette FAQ, qui nous écoutent, qui sont fidèles ou qui nous découvrent d'ailleurs cet été, puisqu'on a pas mal de monde qui arrive avec ces nouveaux formats, un très bel été chez Dunk Hebdo, et on se rapproche petit à petit, bien sûr, du début de saison, des traditions, du DH20, le DH20 qui se précise, ça y est. Alors nous, en interne, on connaît les noms. On va pouvoir vous parler de tout ça dans les prochaines semaines, les previews, évidemment, de la saison qui arrive. Voilà, un long podcast FAQ. J'espère qu'on aura pu répondre un maximum à vos questions. On vous remercie une nouvelle fois. Merci Constant, merci Tom. Et puis on se dit à bientôt la semaine prochaine. Salut. Salut.